Allô Marie-Claude. Allô Vincent, je suis contente d'être avec toi. Moi aussi. À nouveau, on avait full hâte de repartir le podcast puis de faire cet épisode-là ensemble. Bonjour tout le monde à la maison. On va parler de la vie de clan. Yes. Fait que petite mise en contexte. Vivace, ça fait des années qu'on s'intéresse à comment transformer notre mode de vie pour y ajouter du mouvement. Ouais. Puis on ne savait même pas c'est quoi vraiment un mode de vie. Fait qu'on on a cherché à le définir en fait. Puis au fil du temps, on a considéré dans notre modèle d'action qu'il y avait 3 piliers importants. On a commencé, je dirais, Vivace avec un des 3 piliers, T'as raison. qui est l'habitat. Donc, comment changer son habitat pour intégrer plus de mouvement à son quotidien. Puis c'est en transformant l'habitat qu'on peut changer nos habitudes, fait que nos gestes, justement nos mouvements, nos actions quotidiennes, créer des rituels. Et au fil du temps, notre modèle s'approfondit, puis on a rajouté le pilier humain. Puis c'est une vision assez individualiste, en fait, de dire comme moi, comme humain, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, mon âme, ma vie intérieure, c'est quoi, puis comment est-ce que je peux comprendre qui je suis, puis manifester ma vie de rêve dans le monde réel. Je sais pas si ça fait du sens, là. Fait que c'était d'adresser nos croyances puis notre vision du monde, puis on a réalisé que c'était super important de faire ça. Ouais. Parce que, mettons, exemple concret, si on dit aux gens, tu peux marcher pieds nus, c'est la liberté, c'est la joie. C'est bon biologiquement, biomécaniquement pour le pied. L'humain a vécu nu-pied la majorité de son existence, de toute son évolution, en fait. Ouais. Mais que notre perception, l'aspect intangible de nos perceptions du monde, c'est que être nu-pied, c'est être pauvre ou que c'est sale et c'est dangereux. Tant qu'on ne change pas cette perception-là, quelqu'un ne va pas avoir envie d'agir. Fait qu'on s'est dit, OK, oui, il faut changer l'habitude de comment on marche, comment on se chausse. Ça implique de transformer l'habitat dans le sens où on va changer quel soulier on choisit. Sur quelle surface on marche. Ouais. Rajouter des tapis dans notre maison. Il y a un impact concret sur le monde matériel. Ouais. Mais Puis il y a l'aspect... On a-tu parlé de l'autre pilier? Laquelle pilier? Habitude. Habitude, oui, je l'ai nommé. OK, c'est ça. Fait que ça change les habitudes aussi, comment on intègre plus de marche de pied ou de marche-point au quotidien. Mais... Il faut changer la vision Ouais, du monde. parce que quand on marche de pied avec d'autres gens, dépendamment du contexte dans lequel on est, on peut paraître weird. Puis, fait que c'est ça notre modèle pendant un bout de temps. Puis là, on n'avait pas d'enfants. Puis on transformait notre appartement de plein de façons. Puis on n'était pas tant exposés non plus à l'opinion des autres à ce moment-là, tu sais, de comment on vivait. C'est un peu nous dans notre petite bulle. Puis ça allait bien. Puis là, on a eu Marc Aurèle qui est arrivé dans notre vie, dans le même environnement qu'on avait créé pour nous-mêmes. Puis on a ressenti un isolement. Moi, je ressentais de la détresse psychologique. Genre, Marc Aurèle étant notre fils. Oui, pour c'est ceux vrai. qui peut-être nous écoutent pour la première fois. Fait que Marc Aurèle, notre fils, qui a maintenant 2 ans. Ouais. Fait que là, 2 ans, on est à Montréal, dans un appartement, puis on se sent genre vraiment... Moi, je me sens vraiment, vraiment pas bien, puis on capote un peu notre vie de différentes façons, là, parce qu'on réagit pas de la même façon face à tout, mais on pourrait résumer ça par on capotait notre vie. Puis, On capotait. Puis je me sentais vraiment, vraiment pas bien, même si on avait justement tout réfléchi notre habitat, tout réfléchi à comment rajouter du mouvement, changer nos habitudes. Enceinte, toi puis moi, pendant que je suis enceinte, je pense que toi puis moi, on était au top de notre forme. On marchait, on s'entraînait, on faisait du yoga. Tu sais, ça allait tellement bien. Ouais. Puis le contraste avec, aïe, on a maintenant notre enfant avec nous, puis comme notre existence désintègre. Non, mais tu sais, c'est fort, mais comme... tu sais, c'est ça, c'est que jusqu'à l'arrivée de Marc Aurèle, on avait un certain contrôle, je pense, sur notre quotidien, Ouais. qui faisait en sorte que c'était facile d'adapter notre habitat, facile d'adapter nos habitudes, facile même d'être loner, de vivre le quotidien seul. En solitaire, tu En vois. solitaire, ouais. Puis là, un bébé, ça l'arrive, puis c'est un élément de chaos incontrôlable, que c'est vraiment plus difficile d'être en charge dans le quotidien, puis c'est vraiment plus difficile de faire les choses seules ou de façon solitaire, ouais. Malgré la résistance, tu sais, la croyance qu'on est supposé, ou je sais pas comment dire, mais il y a une partie de moi qui se disait comme, OK, je maîtrise tout, je devrais être capable. Mais je pense qu'un des
premier mini déclic que je réalisais, c'est que, tu sais, moi et Vince, on questionnait beaucoup les objets qui nous entouraient, puis on préférait enlever des objets dans notre vie puis investir dans nos capacités, dans les capacités de notre corps. Fait que, tu sais, on questionnait la poussette. Fait que là, enlever cet objet-là faisait qu'on valorisait le portage puis que notre corps devenait de plus en plus fort. Là, on dirait qu'il y avait aussi, on étudiait l'impact de toutes les assises, les sièges pour bébés, le fait qu'au lieu d'être portés, les enfants sont déposés dans des sièges, ce qui a l'air anodin, parce qu'il y en a tellement, c'est répandu. Puis là, c'est la norme. Mais là, je réalise que si tu dis à une maman, ou même nous, qu'on était seuls, la majorité du temps, si tu dis enlève le siège dans lequel tu déposes ton enfant à un moment pour aller prendre ta douche, tu sais, il y a vraiment cette scène-là où même tu vas aller aux toilettes, tu sais pas où mettre ton enfant, puis là tu dis je le mets dans un siège. Tu peux pas juste enlever le siège. Tu sais, on a réalisé qu'il manquait des bras pour porter l'enfant. Du monde. Ouais. Puis c'est là que c'était une variable plus compliquée. Parce que c'est pas des objets. C'est pas des objets. Ouais. Fait que c'était comme plus facile de redécorer une pièce que de genre ça recréer un réseau social. De se faire des amis. Ouais, ça. Puis c'est ça, de réaliser que les objets, en fait, autour de nous comblaient un réel besoin qu'avant d'autres personnes comblaient, tu sais, puis que ces objets-là ont une certaine place, puis c'est dur à court terme de juste tout transformer sans que ça ait des implications, une charge. Fait que c'est ça. Puis, ouais, bien, mais en fait, j'ajouterais même que, tu sais, ça nous a fait réaliser que, oui, on peut s'entourer de plein d'objets pour remplacer l'entraide humaine qu'on avait avant, avec laquelle on s'est développé pendant des millions d'années. Mais même si on a tous les objets, il y a un trou quand même. Je pense que oui. Puis on le sent. Puis on le sent encore plus, je pense, avec l'arrivée d'un enfant. Ouais. Puis l'enfant le sent aussi. Mais je pense qu'on s'en rend pas compte parce que on pense que c'est ça la vie. T'sais, on a grandi dans une culture individualiste. C'est ça la culture. Puis je pense que moi, ça m'a pris ça, l'arrivée de mon enfant, pour réaliser. Tu sais, quand je disais que mon existence est désintégrée tantôt, c'était pas que. Pas du tout intense. Non, mais c'était ça, ma vision du monde a été comme complètement transformée grâce à Marc Aurèle. Tu sais, en fait, l'arrivée de Marc Aurèle dans notre vie, ça a été dur, mais genre, c'est grâce à lui qu'on a le plus cheminé de toute notre vie. Là, catapulté. Fait que ce qui a été désintégré, je vais préciser, c'est ton individualisme. C'est ma vision du monde individualiste qui est reliée à plein de croyances qu'on devrait se débrouiller tout seul puis qu'on a besoin de personne. Puis ça a fait mal d'adresser ça, mais il fallait ça. C'était nécessaire. Fait que c'est ça. Fait qu'on réalise qu'il nous faut d'autres humains. Puis pour avoir une vie riche en mouvement. Puis se créer un cercle de soutien, ça vient avec la grande question, OK, mais comment on fait ça? Il y a une mère avec qui je parlais récemment qui était comme, tu sais, on veut tout ça en ce moment, là. On entend juste ça, il faut briser l'isolement, il faut créer un cercle. Mais y a-t-il une recette pour ça? Puis nous, on a réalisé que la réponse ne vient pas nécessairement du paradigme de l'activité physique. Non. Parce que la vision de c'est quoi bouger en communauté, c'est genre aller faire de la course en gang ou tu sais des sports ou des défis ou de se dire comme on va s'entraider à s'entraîner pour un marathon ensemble. On va faire du cardio poussette ensemble. Ça touche rarement le mode de vie. Ça touche pas le mode de vie, en fait. Puis je pense que ces choses-là ont des bénéfices parce que ça crée du lien. Ça se peut qu'on rencontre des gens par ces activités-là avec qui on va demeurer amis. Ça allait tomber de sa chaise. Ma chaise. Un ballon sur un pouf, sur un coffre pour que je sois égal avec ma coffre. En tout cas. Fait que ça a assurément des bénéfices. Mais nous, notre constat, c'est qu'on a besoin d'un type de relation au quotidien. C'est ça qu'on nomme la vie de clan, mais, ou le vivre ensemble. Puis tout récemment, l'expression qui est rentrée dans notre vocabulaire puis qui va rester, c'est on veut la petite vie. La petite vie. Si vous nous écoutez du Québec, vous avez sûrement des souvenirs de cette émission-là, dans laquelle c'était comme le quotidien d'une famille montréalaise. De classe moyenne. Un peu basse même. Peut-être même basse. Ça dépend des personnages, je pense, dans cette émission-là. Mais ce qui était particulier, c'est que ça se passait
souvent dans l'espèce d'appartement des parents. Puis les enfants débarquaient, les enfants qui étaient vieux, là, qui avaient eux-mêmes leur propre logement, mais débarquaient un peu n'importe quand à l'improviste. Des fois, c'était le fun. Puis des fois, les parents tripaient pas. Mais c'était la notion de comme vie de communauté proximale. Tu sais. Je pense même que les enfants habitaient comme en haut et en dessous dans une espèce de triplex. Fait que, ouais, c'est ça. La proximité. Là. Ouais. Puis, c'était comme les scènes, c'était la cuisine, le salon. C'était souvent dans la cuisine. Des fois, la chambre à coucher de papa puis maman, puis la ruelle. Puis C'est le pas sous-sol, tout. Ouais. où ce que Genre, comment il Papa? s'appelle? Papa? Ouais. Ouais. Papa avait son atelier puis ses poubelles. Ah, ça, je me rappelais pas qu'il y avait un sol. Ouais. Je pense que c'était là qu'il allait se cacher quand Ouais, il il était voulait Fait que voilà. Fait que là, on s'est dit, OK, il y a ce nouveau pilier-là que l'humain, finalement, c'est pas juste l'individu, l'aspect individuel, mais les humains au pluriel d'une communauté, d'un collectif. Puis vu que nous-mêmes, on n'a pas la réponse à mais, OK, comment on recrée ce type de vie-là dans le contexte actuel, ben on s'est dit, comme on le fait depuis des années avec Vivace, que tout ce qu'on crée, le podcast, l'infolettre, ça allait être l'occasion de... Nous, on apprend des choses de notre bord, mais tout ce qu'on crée avec Vivace, c'est juste le but, c'est de partager nos apprentissages. Ouais. Ce qu'on essaye, ce qu'on réalise, ce qu'on découvre. Puis de le faire en temps réel. Ouais. Même si des fois, ça nous fait sentir vraiment vulnérable parce qu'on n'a pas tout le temps des réponses, mais... Ouais. Si vous nous suivez sur Instagram, nos stories, vous comprenez sûrement ce qu'on veut dire. Puis, mais en même temps, c'est ça que j'adore, en fait, c'est de dire, si on veut transformer un mode de vie, on espère sincèrement pas juste vous donner des conclusions puis de dire, voici ce que vous devez faire. Au contraire, je pense que la clé, c'est de comprendre comment on transforme un style de vie, comment on crée, comment on agit dans le monde. Parce qu'il y a des façons de faire pour ça, pour transformer sa vie. Puis je pense que c'est le processus, en fait, les systèmes qu'on crée sont... Pas qu'ils sont pas plus importants que le résultat, mais c'est sur ça qu'il faut focusser. Ouais. Puis je pense que pendant longtemps, tu sais, toi puis moi, on se disait qu'on voulait léguer un style de vie à Marc Aurèle, un certain style de vie à Marc Aurèle, que c'était comme l'héritage qu'on voulait lui laisser. Mais finalement, le plus bel héritage, c'est que lui-même, je crois, soit exposé à nos essais-erreurs, puis réalise que c'est comme ça qu'on apprend, puis... On peut changer notre contexte. On a c'est ça, on a le pouvoir. Sur notre vie, ouais. On a le pouvoir sur notre vie, puis ça fait partie des prémices de Vivace depuis longtemps. Ouais. On a le pouvoir, ça commence à la maison, puis Dieu envoie la chandelle. C'est comme des vieux souvenirs. Il va falloir noter ça quelque part parce qu'on se le répète souvent. Puis, tu sais, ce qui est compliqué avec l'aspect humain, je pense, c'est que, puis ça, on l'a découvert un peu en cours de route, mais c'est qu'on sait qu'on a un besoin fondamental d'être dans une vie de proximité avec d'autres humains. Mais on est dans une situation où on doit retourner à ça, mais on n'a pas eu besoin de le faire dans le passé. C'est qu'on essaie là-dedans. Fait qu'il n'y a pas un processus clair. Puis j'irais même jusqu'à dire qu'on ne s'est pas développé pour faire ça. On s'est développé pour être bien, naître dans un clan ou un réseau d'humains proches de nous physiquement, puis de les connaître de notre naissance à notre mort ou leur mort, dépendamment. Fait que ça, c'est le contexte dans lequel on s'est développé pendant des millions d'années. Puis là, il faut retourner là-dedans, mais on ne s'est pas développé pour le faire, ce geste-là de se reconstruire, ça. Ce qui rend ça vraiment difficile. Puis il y a des forces comme monumentales qui ralentissent cette quête-là, parce que justement, si on en est arrivé dans une société individualiste comme en ce moment, il y a des raisons de ça. Puis déconstruire ça, c'est pas nécessairement évident. Fait que pour la série de Vie Clan, ça va être une série d'épisodes où on va partager des réflexions, un mix de réflexions puis d'actions concrètes sur comment faire. On espère que ça va vous faire réfléchir, mais que ça va aussi vous donner des idées sur des choses que vous pourriez faire dans votre quotidien. Ouais. En fait, je peux presque vous assurer que ça va vous donner des idées de choses à faire, parce qu'on a déjà enregistré 2 des épisodes qui vont suivre. Ah oui, c'est vrai. Ça regorge d'idées, de trucs intéressants puis de concepts à explorer. Puis l'épisode d'aujourd'hui, ça va être un mix des expériences que moi et Vince, on a vécues. Surtout dans la dernière année, je dirais, parce qu'on a déménagé dans l'épopée, justement, qu'on était en appartement à Montréal, on a déménagé à la campagne, ça fait un petit peu plus qu'1 an. Fait qu'un mix de nos expériences, mais aussi de nos découvertes, tu sais, par des lectures, des discussions, des articles scientifiques.
puis comment tout ça se merge pour comme, faire une espèce de mise à jour de notre modèle d'action. Ouais. Bien résumé. Fait que là, quand je préparais mes notes tantôt, Vince s'improvise tout le temps. Fait qu'il y a zéro rien devant lui, puis j'ai même pas besoin que je le brief. Autre que voici le thème. Il veut en savoir le moins possible, mais moi, je prends comme plein de notes. Puis la première chose qui est sortie sur mes notes, c'était de mentionner que toi puis moi, ce qui est fascinant, c'est que pendant des années, on se considérait comme des introvertis. Vraiment, ouais. J'ai failli le mentionner tantôt dans bon? ton introduction. Ah, ouais, c'est cool. Parce que c'était... On se considérait comme des... Ouais, tu l'as bien dit. On se considérait comme des introvertis, mais on a réalisé, en fait, que c'était pas ça. Ouais, comme des irréductibles introvertis. Je sais pas si tu veux parler un peu de ton enfance, puis de certains moments. Tu sais, j'ai la scène de quand tu faisais tes casse-têtes tout seul, puis t'étais bien. Je sais pas si tu ouais, ben, tu sais, je suis quand même... Je sais pas si on peut dire introverti, mais je suis confortable à être seul, quand même. J'ai pas un besoin criant de passer beaucoup de temps avec les gens. Ce qui menait à... Tu sais, je pense que ça a été renforcé dans mon enfance, mais que j'étais gêné puis que j'étais solitaire. C'est ce que je me faisais dire. Fait que c'est quelque chose que j'ai fini par... Ce qui s'est imprimé, peut-être, dans ma conscience. Mais c'est ça. J'aimais faire des casse-têtes tout seul. J'aimais prendre des marches tout seul, dehors, puis juste réfléchir. Ça a toujours fait partie de moi. Et toi? Merci de demander. Ben, moi, j'ai toujours comme... J'ai toujours aimé la solitude. J'ai jamais vraiment vu ça négativement, en fait. Je pense qu'il y a une différence entre la solitude et l'isolement. Tu sais, pour moi, l'isolement, c'est comme tu as une espèce d'envie de connecter, puis il y a comme une incapacité ou des barrières. Alors que la solitude, je pense que ça peut être vraiment, vraiment positif. Là. J'adore moi aussi, comme marcher en méditant, lire pendant des heures. Il y a comme... Mais on dirait qu'il y a comme deux facettes à moi. Là. C'est comme je vais être seule dans ma bulle puis lire des livres de manière ininterrompue. Mais il y a aussi l'aspect de travailler en équipe en ce moment qui est vraiment important. Mais à une certaine époque, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment difficile pour moi de refuser des invitations sociales. Puis même enfant, mes émissions préférées, et j'ai noté, puis ça me rappelle tellement des bons souvenirs, là, c'était L'île de Gilligan. Eh boy. Puis Robinson Crusoe. Puis c'est des gens, je sais pas, les gens de notre génération, d'après moi, vous connaissez ça, mais tu sais, c'est des gens sur une île. Tout seul. Tu sais, en fait, ils sont en gang. Fait qu'il y avait l'aspect de gang, finalement, peut-être, que j'aimais. L'aspect de la nature, qu'il y a comme des défis à survivre, puis qu'ils se ramassent avec des technologies rudimentaires. Fait que quand j'y repense, ça fait full de sens avec toutes mes passions d'aujourd'hui. Mais vraiment, j'avais même vu le film Castaway avec Tom Hanks, puis comme... C'était ta vie de rêve, là. J'ai écrit ça! Dream life! Je me disais, wow, qu'est-ce que ça me prendrait, tu sais, puis... Fait il y a comme une partie de moi que... J'avais l'impression que je devais prétendre que j'étais contente d'être dans des événements sociaux. Puis même, je me sentais pas nécessairement authentique avec ça, tu sais. Mais à y repenser, puis c'est peut-être la même chose pour toi, mes plus beaux souvenirs, là, c'était toutes des activités d'équipe, tu sais, dans les sports, dans l'implication sociale à l'université. Puis mes plus grands moments de détresse, que je me sentais pas bien, puis c'était des moments à y repenser où j'étais seule. Puis je comprenais pas que c'était ça la cause. Ouais, c'est vrai, on dirait que ça me fait réaliser que pour moi, le plus difficile, c'est d'avoir des épreuves tout seul. Mais avoir des succès en équipe, je pense que tu l'as vécu avec la balle molle, je pense que je l'ai vécu avec les jeux de génie. C'est comme tellement gros, genre. Ouais. C'est comme les deux extrêmes, peut-être. Là. Ouais. Vraiment. Ouais. Puis pendant ces années-là comme plus de noirceur, tu sais, je me rappelle, je me disais, c'est moi le problème, je suis une personne anxieuse, je suis juste trop perfectionniste, j'investis trop à l'école, puis je me déconnecte de ma communauté. Mais en même temps, j'étais incapable de ne pas travailler des heures sur mes travaux, puis de prioriser mes travaux au lieu d'aller sur des parties. Mais je me disais, je suis brisée, j'ai vraiment un problème. Puis pendant des années, j'allais en thérapie, de toutes sortes de façons, là, comme en psychothérapie. Puis dans ma tête, c'est ça, j'avais quelque chose à guérir, quelque chose dans moi qui était brisé. Puis ça venait dans cette vision-là individualiste de l'intérieur de moi seulement, tu sais. Puis il y avait une espèce de mal-être qui était inexplicable. Puis je pense que notre nouvelle compréhension du fait que vivre en communauté, c'est nécessaire à notre épanouissement, ça me fait réaliser en fait à quel point c'est triste d'avoir cette vision-là parce que si on a une vision limitée de ce qui nous rend
triste ou malheureux ou malade, on peut pas comme résoudre le problème. T'sais. Fait que si ta vision, c'est que c'est l'individu qui est brisé et non pas l'environnement, c'est... Il n'y a aucun niveau de psychanalyse, genre, sur tes expériences individuelles ou même tes traumas générationnels qui vont te permettre de comprendre pourquoi tu te sens pas bien. Il faut comme absolument ajouter dans le maillon du bien-être l'aspect comme humain. Puis, c'est ça, la réalisation, c'est que comme espèce, tu le nommais tantôt, on vit pas dans le contexte social qu'on devrait, mais on le réalise même pas. Non. Parce qu'on l'a pas vraiment vécu, fait qu'on sait pas c'est quoi. Puis socialement, on n'a plus d'image de ça. T'sais. Pas dans notre culture, non. Pas dans notre culture. Puis moi, les premiers trucs qui m'ont ramené une vision plus communautariste de la vie quotidienne, c'est les travaux d'Ingrid Bayot. Justement, quand on était dans le 4e trimestre, puis qu'on s'occupait de Marc Aurèle, puis que je cherchais des réponses. Je sais pas, toi, de ton bord, si te souvenir de... Tu sais, un moment de déclic où tu t'es dit comme « Ah, il me semble qu'il me manque du monde autour de moi » ou que c'est ça, la vie. Ben, il y a différents... En fait, c'est quand on s'est mis à regarder plus que les autres cultures font, puis des fois des cultures qui sont moins industrialisées, Ouais. si on veut. Par exemple, il y a la série de Guillaume Duluth, Ouais, tribal. Tribal, que, bon, dans plusieurs épisodes, il visite différentes cultures, justement, non industrialisées ou nomades. Puis, il les visite. Puis, dans son objectif à lui, c'est pour plus explorer l'aspect communication, comment on communique avec des gens qui sont dans une culture complètement différente de la nôtre. Mais nous, on regardait ça, puis on regardait l'aspect mode de vie, en fait, parce que, je pense, dans 100% des cultures qu'il visite, ben, il y a un aspect tellement proximal aux communautés. Ouais. Ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. Ils dorment ensemble, là. Genre des Ouais. adultes dorment ensemble dans la Ouais. même pièce, là. Ouais. Puis c'était frappant, tu sais, que ça revenait tout le temps Ouais. d'une culture à l'autre. Fait que là, on se pose la question, parce que là, il y avait des cultures comme en Afrique, en Mongolie, tu sais, il va dans vraiment plein d'endroits différents dans le monde, puis nous, on vit pas comme ça, mais tous ces gens-là vivent comme ça. Fait que ça sème une graine peut-être dans la tête de dire comme, ben, est-ce que nous, on devrait se rapprocher de ça, genre, ou on devrait amener ces gens-là à être plus individualistes, puis Non. chacun avoir leur truc. Non! Non! Mais bref, ça a semé des graines. T'sais, dès qu'on s'est mis à regarder comment on vivait dans le passé, puis comment d'autres cultures vivent, là, il y avait un espèce de gouffre entre ce que nous, on fait puis ce que ces gens-là faisaient, tu sais. Et font à ce jour. C'est vrai que c'est vrai, la première étincelle, c'était les travaux. Comme on en parle souvent parce que, tu sais, des fois, il y a des découvertes qui changent notre vision du monde, puis comme on se le rappelle constamment, mais c'est toutes nos recherches sur le sommeil humain. T'sais, on a passé 6 mois à essayer de comprendre comment l'humain vivait, puis j'analysais juste le design de l'espace, puis je voulais comprendre les mouvements. Fait que, tu sais, justement, le pilier habitat puis habitude, c'est-à-dire comment on se positionnait. Puis là, c'est là que, tu sais, je lisais que pendant toute l'histoire de l'humanité et dans plein de cultures encore à ce jour, l'humain dort avec d'autres personnes. Fait que pas du cododo dans le sens d'un bébé avec ses parents, mais comme tu le disais, des multigénérationnels, tout le monde dort ensemble, dans des configurations variées selon les peuples, mais tu dormais rarement. C'est des cas absolument exceptionnels que quelqu'un dormait seul. Puis là, ça m'avait mis la puce à l'oreille sur le fait que probablement dans notre culture actuelle, on a des carences en proximité puis en contact physique qu'on réalise pas. Même, c'est ça qui est particulier, c'est que c'est pas juste qu'on le réalise pas, c'est qu'on voit ce qui est naturel, comme dormir avec d'autres personnes, comme étant weird, même malsain, là. Tu sais, le lit est un objet qui a été tellement comme vu comme là où il faut que tu dormes tout seul calmement ou comme un objet sexualisé, genre comme Ça a été sexualisé, je pense. que l'idée de dormir avec même ses enfants qui approcheraient l'adolescence, c'est vu comme dépravé. Ce qui de est l'inceste. Oui, c'est ça exactement. Puis, en fait, ça montre l'effet d'une culture. C'est comme quand tu as une vision du monde puis qu'il y a une variable qui ne rentre pas dedans, ben on va rejeter la nouvelle information. Mais c'est là qu'étudier l'histoire de l'humanité. Puis, en fait, pas l'histoire, la préhistoire. Oh, ça me gosse. Là. Quand j'y repense à nos livres d'histoire, là, il me semble que l'histoire, les 10 000 ans qu'on nomme l'histoire,
c'est comme c'est une grosse portion du timeline. Puis la préhistoire, c'est comme raccourci, puis ils chopent des bouts, puis ils disent « Ah, ça, c'est la préhistoire. » Mais en proportion... En proportion, c'est stupide, là. Comme la histoire, préhistoire, là, avant que l'humain commence à écrire puis qu'on juge des notes, là, ouais. c'est tellement huge. Là. Je pense qu'on a un atelier gratuit qui s'appelle Repenser le mouvement, puis tu avais fait l'exercice avec des règles. Ouais. Ta règle des Spice Girls. En tout cas, si ça vous intrigue, vous irez voir l'atelier. Mais c'était absurde, là. Tu sais, comme ça se joue dans les millimètres sur une règle, l'histoire. La préhistoire, c'est comme 30 règles. Ah, je sais plus combien, mais... à la suite de l'autre, là. C'est marquant, là, tu sais, quand on le voit comme ça. C'est-à-dire qu'on peut regarder l'histoire des 3000 dernières années, tu sais. C'est rare, ça va vraiment plus loin que ça, l'histoire dans notre tête. Mais avant ça, il y a comme des centaines de milliers d'années, là, où on s'est développé dans même un contexte qui était très stable, là, qui ne changeait pas tant que ça. L'arrivée des technologies a comme fait en sorte que le contexte change super vite, mais même s'accélère. Les changements s'accélèrent en ce moment. Mais pendant vraiment longtemps, c'était à peu près pareil. Là. Ouais. Puis, tu sais, même de repenser que probablement la majorité des personnes, mettons, immigrées au Canada, on est le résultat de l'empire, des empires occidentaux. C'est-à-dire comme... Moi, j'ai des racines italiennes, fait que je vais dire l'Empire romain. Mais tu sais, notre culture vient de ça, tu sais. Puis toi, t'es quoi, des Irlandais? Français et irlandais, je pense, les deux. Mais c'est très classique au Québec, là. Français et irlandais, c'est comme le mix. Puis, mais juste ça, là, de penser que ce qu'on voit comme étant comme vieux, là, genre les philosophes grecs qui ont influencé notre vision du monde, c'est comme, ils sont quand même dans une culture de civilisation qui n'est pas représentative de la culture de chasseurs-cueilleurs qu'on a connue avant. C'est ça notre vision de ce qui est vieux, puis on se dit on a progressé en ce moment, mais c'est comme pas ce qu'on est supposé vivre, même ça. En tout cas, je m'en pote, on pourrait parler pendant des heures de ça, mais pour revenir au sujet de l'aspect humain, ben, fait que, le sommeil partagé, ça avait mis ça dans mon esprit. Puis les travaux d'Ingrid Baillot qui parlent, qui s'est combiné plus au monde de la périnatalité. Ouais. Sa vision, c'était que, tu sais, comme parents, on prend soin de l'enfant, mais on est supposé avoir une tribu qui prend soin de nous. C'est vraiment elle qui m'a fait réaliser qu'on n'est pas supposé porter toute la charge sur nos épaules. Même si je l'entendais intellectuellement, ça connectait, mais je ne réalisais pas réellement. Puis au même moment aussi, je pense à cette époque-là qu'on lisait comme le continuum, le livre Le concept du continuum. Ouais. Puis qu'elle aussi, elle nommait que le soin qu'on apporte aux enfants, la façon qu'on vivait en proximité avec d'autres, c'est ce qui crée à l'intérieur de nous, puis pour toute notre existence, un sentiment d'être à sa place. Fait qu'un sentiment d'appartenance. De sécurité. Qui, finalement, amène une stabilité, je pense, émotionnelle, puis spirituelle. Puis finalement, on dirait qu'elle mettait des mots sur ce que je ressentais profondément. C'est que je me sentais déracinée ou déboussolée. Je sentais que j'avais pas ma place nulle part. Puis ça amène une fébrilité. Puis ça amène une certaine anxiété. Puis que ça crée une brèche dans mon esprit qui est un sentiment que je ressentais qui s'explique par le fait qu'il n'y a pas des gens autour de moi de manière constante et stable aussi dans le temps. Comme tu le disais tantôt, qu'on est dans une communauté puis on meurt avec elle. On voit les gens arriver dans notre vie puis on voit les gens partir. C'est absolument anormal en ce moment, le fait qu'on ait des réseaux sociaux aussi morcelés et instables. Fait que c'est pas juste le fait qu'on manque de lien social ou que c'est que notre vie est fragmentée. On a notre gang de la job, on a notre gang de nos hobbies, des fois de nos loisirs, on a notre gang de ci, de ça, on a notre famille, nos amis. Des fois, c'est des sphères séparées. Puis en plus, c'est instable dans le temps, dans le sens où on change de job, on change souvent de réseau social. Puis avant, je voyais pas de problème à ça. Mais on n'est pas supposé être justement déraciné constamment puis devoir rebâtir des relations. Ouais. C'est comme je dirais, il y a deux choses. Il y a ça, et notre vie sociale est vraiment volatile en ce moment. Mais il y a aussi l'aspect, je trouve, culturel où on peut se retrouver à avoir une culture différente que notre famille, disons. Notre propre famille. Que nos parents ou que nos frères, que nos sœurs. Puis ça, je pense que
y a beaucoup de gens qui nous suivent ou avec qui on communique qui se sentent un peu comme des moutons noirs dans leur réseau. Surtout au niveau de leur famille, je pense. Puis ça aussi, c'est plutôt inhabituel, je crois, de comme avoir justement plein de cultures en le style concurrence. De vie. Ouais. Une espèce de crise identitaire, de comme j'appartiens à quoi dans le fond? Parce que là, c'est ça. Tandis qu'avant, ben, tout le monde, tu sais, comme on essaie dans une culture, puis probablement on restait dans cette culture-là toute notre vie, puis on n'était pas tant exposé à d'autres choses. Puis ça a ses revers aussi, là. Je pense qu'il y a pas juste du positif par rapport à ça, mais tu sais, en ce moment, c'est bizarre de pas sentir pas avoir un sentiment d'appartenance puissant pour notre réseau immédiat. Nos liens de sang. Nos liens de sang, oui. Puis il y a une partie de nous qui dit que ça devrait être les premières personnes à qui je me relie, avec qui je vis. C'est vrai que c'est confrontant de dire, hey, on a un système de valeurs différent. T'sais, on est allé étudier. C'est juste le fait que géographiquement, mettons, les enfants quittent la maison, puis on va étudier ailleurs. On choisit des programmes différents, on se fait des réseaux différents, puis on s'enracine ailleurs. Juste ça, là, ça finit qu'on développe chacun nos petits univers, puis des fois, nos valeurs vont finir par diverger. Puis il y a comme une certaine beauté dans la diversité, puis la liberté de choix. Puis c'est ce qu'un modèle individualiste c'est ça la promesse de l'individualisme, c'est comme peu importe tes choix individuels, tu vas pouvoir les faire. Mais après ça, on se rassemble à des repas de famille. Puis c'est la joke de tellement de films américains, comme le stress de se retrouver à Thanksgiving, puis qu'il y a des chicanes, puis des machins. Alors que je pense pas que pour les communautés chasseurs-cueilleurs, ils vivaient dans autant de drama. Je sais pas comment dire, du drama, là, que nécessairement, il y avait de l'adversité, puis il y avait des problématiques, puis il y avait des conflits individuels, mais je pense que Jeanne Love, ce qu'elle amène aussi dans le continuum, c'est qu'il y avait une harmonie là, entre les personnes, puis une entraide qui était comme vraiment puissante, là, comme les gens étaient heureux, les gens, tu sais, comme les gens ont de l'humour, il y a de la joie de vivre, là, tu sais, comme nos ancêtres, c'était pas juste une vie misérable, mais triste, puis dans le stress constant, juste de la survie, vraiment, vraiment pas, tu sais. Puis, ouais, fait que c'est confrontant parce qu'en fait, c'est une perte de repère. Le continuum a été brisé. Il y a comme plus... il n'y a plus de... Il n'y a pas eu de continuité entre ce mode de vie-là puis maintenant. En même temps, c'est beau parce que ça nous permet de comment dire, créer une culture qu'on trouve saine. Au lieu de, tu sais, des fois, j'imagine que dans le passé, c'est arrivé que des gens naissent dans une culture qui était juste pas saine, qui est perpétuée parce qu'on n'est pas exposé à d'autres choses. Fait que c'est comme tout l'aspect, les livres, les écrans, Internet, ça nous expose à tout. Puis là, ça nous permet de se décider sur, OK, ben c'est quoi la culture que moi je veux créer? Puis c'est ce qu'on essaie de faire avec Vivace. Fait que ça, c'est le fun. Mais en même temps, ça fait en sorte que tout le monde essaie de... Tout le monde a le pouvoir de créer sa propre culture. Puis là, comment on se regroupe, en fait? Dans tout ça, tu sais. Comment on s'unit, là, comment on devient une identité, tu sais. Puis tu me fais réaliser que parmi toutes les possibilités, ça devient étourdissant, là, de dire tu peux être ce que tu veux. Tu sais, c'est ça, on est une génération, on s'est fait dire tu peux être ce que tu veux. Puis on est toutes, il y a comment l'anxiété du choix, le paradoxe du choix. S'il y a trop de possibilités, ça devient étourdissant. Mais je pense que ça devient étourdissant parce qu'on ne sait pas quoi choisir, parce qu'on n'a pas de modèle spirituel qui nous aide à choisir, en fait, qui dit il y a des choses qui sont peut-être plus valables que d'autres. Puis il faut essayer de distinguer c'est quoi nos goûts individuels de nos besoins humains fondamentaux auxquels on doit répondre. Puis finalement, parmi toutes les possibilités, je pense que tout le monde a fait la décision, puis plein de gens qui nous écoutent en ce moment, que ce qu'on allait choisir, c'est ce qui nous semblait plus naturel ou représentatif de ce qu'on est supposé vivre. Fait que, tu sais, de dire comme, si tu veux t'habiller en bleu ou en noir, comme, whatever. Tu sais, ça, ce genre de choix-là, on s'en fout, là. Tu sais, comme, ça devient un choix individuel, puis c'est bien correct que tu t'exprimes par ce genre de choix-là, mais on peut juste pas nier que, mettons, l'humain est un être diurne. On vit de jour. Tu sais, mais on dirait qu'on a oublié tout ça de l'humain, parce que si on veut vivre de nuit en ce moment, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tu peux le faire, mais si on regarde aussi les stats, c'est vraiment pas sain. Puis c'est bizarre parce que c'est nécessaire en ce moment. Je crois qu'on est capable d'avoir la société qu'on a en ce moment parce qu'il y a des gens qui travaillent de nuit, par exemple. Puis merci à ces personnes-là parce que c'est un sacrifice au niveau de leur santé. C'est ce que les stats disent. Mais c'est ça. C'est ça. Ben,
Non, fait que, ouais, de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on est supposé vivre? Puis c'est une redécouverte. Ouais, puis c'est challengeant parce que je crois que là, on est au sommet de l'individualisme un peu en ce moment. Là. Je vois pas comment ça pourrait aller plus loin au niveau culturel. Puis d'insinuer que certains choix sont plus valides que d'autres ou sont meilleurs que d'autres, ça vient vraiment confronter l'individualisme. Puis ça crée beaucoup de, comment dire, de friction peut-être ou... tu sais, de dire comme, je pense que ça, c'est mieux que ça. En ce moment, dans la culture, on dirait que c'est pas bien reçu du tout. Là. Puis on l'a vécu aussi en parentalité, là, parce que on essayait vraiment de se dire, OK, ben comment nos ancêtres interagissaient, puis qu'est-ce qu'ils offraient à leurs bébés naissants, à leurs enfants. Puis ça vient vraiment contraster avec beaucoup de choses qui sont culturellement dans la norme en ce moment. Fait que là, de faire plus d'efforts pour faire les choses différemment, ça insinue que c'est mieux. Fait que là, les gens qui le font pas, ça devient confrontant. Mais bref, c'est comme, je pense que c'est ça, d'insinuer, de décider de créer une culture, nous qu'on juge saine, qu'on veut léguer à nos enfants, ben, ça fait en sorte que ça crée un contraste avec ce que d'autres personnes font, puis ça crée de la friction aussi, je pense. Ouais. C'est un défi. C'est vraiment un défi parce que tu me fais vraiment réaliser que la promesse individualiste, c'est comme peu importe ce que tu veux faire, tu peux le faire. Puis ça vient un peu avec cette vision-là que le bien-être puis l'épanouissement est relatif. Tu sais, c'est relatif juste à toi. Puis l'idée d'insinuer qu'il y a des choses qui seraient peut-être bénéfiques à plus de personnes, c'est confrontant. Puis j'ai différents noms sur ma feuille de personnes qui m'ont aidé à réaliser puis à avoir le courage de dire non, la société en ce moment, elle nous rend malades. Les normes, en ce moment, nous rendent malades collectivement. Puis j'ai partagé un peu des expressions du vocabulaire de ces gens-là qui m'ont inspiré à le nommer. C'est un des livres qu'on a beaucoup aimé. C'était le livre de Gabor Maté. Puis son titre, ça nomme la chose directement. Ça dit « The Myth of Normal ». Le mythe de la norme. De la norme. Fait que ce qui est normal en ce moment, c'est un mythe. C'est pas ce qu'on est supposé vivre. Puis lui, sa recherche vient de toute l'étude des traumas. En Colombie-Britannique avec des communautés qui ont eu excessivement beaucoup de souffrance, beaucoup travaillent auprès des Autochtones. Puis ils réalisaient que beaucoup des personnes qui suivaient, qui étaient pris avec des dépendances, avaient vécu des traumas majeurs, puis qu'il fallait soigner la personne et non pas essayer d'adresser ses problèmes de dépendance, comme si c'était ça la maladie. La source du problème, c'est pas la dépendance. Là. Puis il y a comme son modèle s'est étendu au fil du temps à réaliser que il y a aussi des petits traumas, genre des expériences qu'on va vivre qui vont s'ancrer en nous puis qui vont créer des répercussions plus tard, puis qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit justement à l'enfance. Fait que je pense qu'il cite en fait le continuum puis les travaux d'autres personnes comme de d'autres personnes pour justement ramener que c'est important ce qu'on vit à l'enfance, mais il y a cette vision-là que je pense collectivement on vit le trauma de ne pas être dans le style de vie qu'on est supposé vivre. Fait que, tu sais, lui, son modèle m'a vraiment inspiré à dire « Ah oui, il y a vraiment un problème. Ce qu'on juge normal en ce moment est pas bon pour nous. Mais au niveau, comme, j'allais dire, comme poétique, là où ça a résonné le plus profondément, c'est quand je lisais le livre de Johan Hari. Lui, c'est pas un médecin, c'est un journaliste, mais il souffrait de problèmes de dépression depuis, je pense, 14 ans, en tout cas des années, depuis son adolescence, puis il était médicamenté, puis ça l'allait pas mieux. Puis il a comme documenté sa quête, d'essayer de trouver des réponses pour se guérir autrement. Puis il a réalisé que d'un point de vue clinique, les symptômes du deuil sont vraiment proches du symptôme de la dépression. Fait que ça a vraiment fait cliquer dans ma tête que les dépressions que j'ai vécues, le sentiment dépressif qui m'habitait, c'est ça, c'est le deuil des humains qui sont supposés être là. On dirait que... De ce qu'on devrait vivre. En fait. Ouais. Hey, mini pause pour dire que si t'aimes cet épisode, si cette discussion t'inspire,
tu peux aider quelqu'un comme toi à découvrir ce contenu puis avoir un impact positif sur la vie de cette personne. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser un review au podcast de Vivace. Tu peux prendre ton téléphone, ouvre l'application d'écoute et laisse un commentaire maintenant. Tu peux juste écrire une chose que tu as aimé de l'épisode ou une chose que tu as réalisée. Pas besoin de te casser la tête. En faisant ça, ça permet de faire rayonner les idées que tu aimes et d'aider quelqu'un d'autre en retour. Merci. Ouais. Puis, par après, on a poursuivi les recherches. L'anthropologue puis le biologiste de l'évolution, David Sanson, que j'avais découvert pour ses recherches sur le sommeil, quand on l'a passé au podcast, il avait fini en disant « Hey, j'ai un livre qui s'en vient pour à un moment donné. » Puis, ça va être sur la tribu. Puis, j'avais super hâte de le lire. Fait que dès qu'il est sorti, on l'a acheté, on l'a lu. On a créé énormément de contenu pour le clan Vivace à partir de ces ouvrages. Dans les épisodes qui vont ressortir, justement, un de ces épisodes-là, ça va être avec lui. Puis lui, il explique justement c'est quoi une tribu, la définition officielle, en guillemets, dans son domaine. Et il donne des solutions. Le modèle, je l'ai partagé, mais je pense que tu aimes ça aussi, l'expliquer. Genre, c'est que lui, David Sanson arrive avec la position qu'il y a une nature humaine. Il y a des choses qui sont universelles. Fait que justement, c'est le bien-être, c'est pas relatif. Il nomme. Puis je pense qu'il nomme aussi le philosophe Sam Harris qui dit on peut-tu s'entendre pour dire qu'être en santé, c'est mieux qu'être malade? Même si, je pense que tu sais, quand on est malade, on peut relativiser puis se dire, essayer de voir le positif quand même malgré ça, puis de dire qu'on va grandir grâce à ça, puis que la maladie, c'est un messager. Mais tu sais, on peut-tu s'entendre pour dire qu'être en santé, c'est mieux qu'être malade, puis que viser la santé, ça implique certains choix, puis que dans ces choix-là, il y a des choses qui sont plus bénéfiques que d'autres. Puis David Sanson, sa position, c'est qu'il explique, dans ce qui est universel, c'est la façon dont l'humain se regroupe partout dans le monde, dans les modèles qui fonctionnent, tu sais, dans comment on vivait comme chasseur-cueilleur, puis comment certaines personnes vivent encore aujourd'hui, il y a des patterns, des motifs. Il n'y a pas de mot aussi bon en français, mais en tout cas, il y a des modèles qui se répètent puis qu'on peut comprendre. Puis si on ne respecte pas ces modèles-là de comment les unités sociales dans lesquelles on est supposé vivre, qu'on est supposé créer, notre communauté ne va pas perdurer dans le temps. Ces modèles-là, je peux te laisser la parole pour les expliquer. Le modèle de base serait... l'unité de base, en fait, je devrais dire, serait un camp qui est composé de entre 20 et 30 individus, je pense, multi-âges. Ouais. Donc, d'enfants à personnes plus âgées, qui cohabitent ensemble pour survivre au quotidien. Donc, tout ce qui implique manger, s'abriter, sécurité. Fait que ça, c'est un groupe proximal d'humains qui vivent ensemble au quotidien. Après ça, il y a un autre niveau qui est un peu un regroupement de camps qui s'appellerait une bande, je me souviens bien, qui serait composé d'environ 150 individus. Puis ça permettrait de survivre de façon générationnelle. C'est-à-dire que si on s'accouple sans arrêt dans un groupe de 20 à 30 individus, ben ça crée des problèmes à long terme. Donc, il faut comme d'autres groupes pour permettre pour les futures générations, pour s'accoupler, pour faire continuer d'exister. Avoir un pool génétique on pourrait dire sain. un pool génétique sain. C'est ça. Puis, le troisième niveau serait la tribu, qui est d'environ 1500 individus, qui est un regroupement de bandes, qui est un regroupement de camps. Fait que ça serait le dernier niveau, la tribu. Et puis, ça permettrait de survivre à des catastrophes naturelles. Donc, ça permet de continuer, si tu veux, l'humanité. Reconstruire des camps, reconstruire des bandes. Ça prendrait environ 1500 individus pour comme des famines ou des sécheresses ou des inondations, des choses comme ça. Ça m'a fait du bien de voir ce modèle-là, parce que justement, c'est pas un modèle basé sur l'individu. C'est un modèle basé sur ce que notre espèce humaine a besoin pour vivre. Puis, j'en ai parlé dans le clan Vivace, fait que j'ai full l'impression de me répéter, mais comme c'est un exemple que j'adore donner.
puis qui vaut la peine d'être répété, c'est il présentait la pyramide des besoins, mettons la pyramide classique de Maslow, de dire comme on a des besoins de base qui sont de respirer, dormir, je sais même plus l'ordre, puis là, sur le top de la pyramide, là, on tombe dans l'expression puis l'épanouissement individuel. Mais il dit, en fait, cette perception-là est faussée parce qu'en fait, le bas de la pyramide, ça devrait être les autres humains. C'est notre communauté, c'est le fait. L'humain, c'est ce qui nous distingue de d'autres espèces où il y a des animaux qui vivent en solitaire, mais l'humain, on a été capable de se développer puis de s'adapter à plein de contextes parce qu'on vivait en groupe. Ouais. Puis c'est être en groupe qui, à la base, nous permettent ensuite de répondre à nos autres besoins de base. Parce que tout, tu sais, notre capacité à s'abriter, à se nourrir, tout dépend des autres. Puis il donne l'exemple que, je pense, d'une famille, je sais pas si c'est en Russie, qui est allée s'isoler dans le bois, puis OK, tu peux survivre en famille. Mettons que tu te dis, je vais aller vivre puis m'isoler. En mode survivaliste, effectivement, tu vas pouvoir, tu peux réapprendre tous les savoirs pour vivre toi-même en autarcie, mais du point de vue de notre espèce, ta lignée s'arrête là. Comme, tu sais, t'aurais beau amener tes enfants puis avoir 10 enfants, avec qui ils vont se reproduire. Ah ouais, ben souvent, ce qui arrive, en tout cas, des quelques exemples que j'ai lus de gens qui ont fait ça, c'est que les enfants ne restent pas dans ce contexte-là après, ils quittent. Ils retournent dans la civilisation, ils retournent parce que, ben c'est ça, c'est pas viable. Il y a comme pas de... C'est pas viable à long terme. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac, c'est ça, on peut le dire comme ça. Fait qu'en tant qu'individu, que parent, on peut le faire, mais c'est quoi la finalité de cette chose-là, tu sais? Puis ce que j'ai apprécié aussi de son ouvrage à David dans son livre, c'est qu'il analyse pas juste la trajectoire de notre espèce, tu sais, il analyse aussi l'impact au niveau comme individuel de ça, dans le fait de dire justement le fait qu'on vit pas dans un contexte de grande proximité avec d'autres personnes. Tu sais, il insiste vraiment sur le fait que l'unité de base, c'est pas la famille. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas des grands-parents puis des frères et sœurs. C'est comme, c'est un peu, l'unité de base, c'est plus grand que ça. Puis quand on vit en dessous de ça, on tombe en mode de survie, en fait. Puis dans le podcast, je vais brûler le spoiler, puis ça va peut-être, je vais donner un punch, puis ça va peut-être vous encourager à écouter l'épisode. Il dit, il y a des études qui montrent que si on se sent isolé, notre système de base, on brûle plus d'énergie. Probablement parce qu'on doit devenir vigilant, on doit rester alerte aux menaces autour de nous. Puis on brûle plus d'énergie, ce qui crée une fatigue éventuelle. Puis quand on se sent isolé de manière chronique, ça mène à de l'épuisement. Puis justement, peut-être à des problèmes anxieux ou à de la dépression. Fait que il insiste vraiment pour montrer qu'être seul, c'est pas... l'isolement, ce n'est pas anodin. Puis là, il sort toutes sortes d'études qui relient ça à, justement, l'augmentation des maladies... moi, je les appelle les diseases of despair. Fait que toute la catégorie de maladies autour... Yes. Les maladies du désespoir là, associées à ce qu'on appelle en ce moment la santé mentale. Mais en fait, c'est ça le problème avec le nom santé mentale, c'est que le problème n'est pas dans la tête. C'est pas un problème mental, c'est un problème de contexte de vie. Fait que même ce nom-là devrait être changé parce que ça nous induit en erreur sur où la solution. Les taux de suicide en augmentation, je pense que tous les problèmes aussi d'éco-anxiété, c'est justement ça, c'est des générations déracinées, qu'on n'a plus d'ancrage avec le passé, puis on n'a plus d'espoir pour le futur. Tu sais, en tout cas, c'est absolument dramatique. Puis ces maladies-là, en fait, c'est vrai, j'ai écouté un talk récemment d'un médecin. Le nom de son TED Talk s'appelait « La dépression est une maladie de civilisation ». Ça fait 10 ans qu'il a fait ce talk-là. Puis il disait que la dépression était en augmentation de génération en génération. Puis ça fait 10 ans. Puis je pense dans une des infolettes, j'ai écrit que j'ai peur de regarder les stats sur ce qui se passe en ce moment. Mais encore une fois, quand on est dans une certaine culture, puis on pense que ce qui est normal en ce moment, les normes, c'est ce qu'on devrait vivre, on questionne pas ça, puis on en finit par croire que la maladie, c'est notre destinée. Que c'est ça, vivre, être humain. Je pense qu'on perd la carte. Un débalancement chimique dans la tête. C'est ce qui est avancé. Hein. Ouais, en tout cas. C'est ce qui est avancé par des compagnies qui ont intérêt à vous vendre des pilules pour vous guérir. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Puis, dans tout ce qui est la biologie de l'évolution,
une espèce comme nous en ce moment qui ne vit pas dans le contexte qu'on est supposé vivre, ça va être nommé un mismatch. Puis David Sanson, il dit une espèce qui vit dans un état de mismatch, qui a une discordance, puis que ses besoins ne sont pas comblés, c'est le premier pas vers l'extinction. Un peu dramatique, mais ça montre un peu la finalité de cette chose-là. Si on n'adresse pas les discordances, c'est-à-dire ce que notre être s'attend à vivre, puis ce qu'il vit, si on n'adresse pas ça, ben c'est l'extinction de l'humanité. De l'humanité. Puis, justement, de vivre dans ce qu'ils appellent des méga-tribus, fait des méga-regroupements humains de centaines de milliers de personnes, c'est possible parce qu'on l'a fait. C'est possible parce qu'on est capable de bâtir des liens de confiance avec des étrangers, parce qu'on a une culture commune, justement. Puis c'est ça la force de la culture, c'est qu'on peut avoir un sentiment d'appartenance envers une unité sociale plus grande que notre communauté immédiate. Fait qu'on peut avoir un sentiment d'appartenance nationaliste à notre pays, par exemple. Mais c'est pas genre ton sentiment de patriotisme envers un pays qui comble au quotidien tes besoins de connexion humaine. Tu sais, c'est ça, en fait. Il reste ce trou-là. Il reste ce trou-là, puis on a beau vivre en ville, dans des méga structures, ces structures-là ont pas d'âme, puis il y a un effritement du lien social. On est proche, mais on n'est pas proche pantoute, en fait. Absolument. Puis même au Québec, tu sais, avec la Révolution tranquille, le rejet de la religion, presque du jour au lendemain, finalement, tu sais. C'est qu'on a jeté avec la religion aussi tous les contextes de regroupement sociaux. Il y avait tellement de traditions où on se voyait. C'est-à-dire que chaque dimanche, on voyait toute notre communauté. Mais comme on n'a plus ça, là. Puis oui, on l'a jeté pour des bonnes raisons là, à ce moment-là, mais comme le trou reste là. Ça n'a pas été rempli encore. Fait que David, ce que j'aime aussi, c'est que dans son livre, c'est qu'il parle d'anthropologie de l'évolution appliquée, c'est-à-dire que dans ses cours puis dans ses livres, il veut donner des pistes de solutions pour que les gens appliquent ce savoir-là concrètement à leur vie. Puis il nomme que ce qu'on doit viser, c'est la cohésion, une meilleure cohésion dans des communautés intentionnelles. Puis je pense que ça, en ce moment, notre génération, puis les gens qui nous écoutent, c'est tellement de personnes en parlent, en fait. Il y a des modèles d'éco-communauté, de comment vivre autrement. Puis ce que j'ai apprécié, c'est ce qu'il met de l'avant, c'est qu'il y a un certain niveau de complexité à ça, puis ça peut prendre des années à se manifester. Puis ça peut valoir la peine de viser ça, mais à court terme, un des premiers pas, puis c'est là que ça rend ça hyper accessible, c'est il encourage vraiment à investir dans des bonnes amitiés. Je sais pas pour toi, Vince, mais moi, comme c'est un type de relation qui était un peu passé sous le radar, là. Comme j'avais tellement l'impression que, tu sais, il y a comme une primauté de la relation amoureuse. Après, c'est la relation de parents puis la famille, mais pas que je banalisais les amitiés, mais ça me semblait pas aussi important qu'elle lui met de l'avant. Je sais pas pour toi. Mais... Ben moi, dans mon historique, j'ai souvent changé drastiquement de contexte. Puis ça fait en sorte que j'ai pas d'amis. On dirait que l'amitié était pas tant présente dans mon historique, là, mais comme j'avais pas beaucoup d'amis. J'ai jamais eu beaucoup d'amis, mais c'était peut-être une capacité à me mettre dans l'inconfort puis à changer drastiquement selon mes intérêts de contexte immédiat. Puis j'ai une certaine capacité à me faire des amis, mais j'ai jamais eu beaucoup d'amis. Puis c'est peut-être un peu à cause que dans ma famille, ben j'ai eu la chance, dans mon enfance, chaque dimanche, toute ma famille se regroupait chez mes grands-parents. Comme mes tantes, mes parents, des fois mes cousins, ils n'étaient pas tout le temps là, mais c'était récurrent comme événement, que chaque dimanche, on se voyait tout le monde ensemble. Fait que ça m'a peut-être amené un certain sentiment de sécurité ou d'appartenance jusqu'à un certain âge. Fait que ouais. Ah, c'est vrai. Moi aussi, j'ai des souvenirs excessivement positifs de mon enfance. Puis, c'est vrai, on a vécu ça de similaire. Les deux, une enfance en banlieue. On a grandi à 10 minutes l'un de l'autre, puis on ne s'est pas connus avant la fin de notre vingtaine. En banlieue, à Laval, nous, on vivait sur une rue super tranquille. Mon père a déménagé en face de où lui il a grandi, tu sais, la maison en face. Donc, il y avait mes grands-parents en face de chez nous. Les personnes un peu plus âgées de cette rue-là, c'était des amis de la génération de mes grands-parents qui étaient arrivés un peu là en même temps parce que c'était un nouveau développement à l'époque.
Puis les nouvelles familles, il y avait plein de nouvelles familles avec des enfants. Tu sais, c'était toutes des familles de 3 à 4 enfants du même âge. Il y a même une famille qu'on était les 4. Tu sais, un gars en premier, 3 filles après. Tu sais, c'était le match des mêmes âges, genre. Fait qu'on avait toutes eu ces amitiés-là, c'est comme un puzzle qui fit comme parfaitement. On allait à l'école de quartier, puis justement, j'avais un sentiment d'appartenance parce que c'était notre rue à toute cette gang-là. Puis juste le fait qu'il y avait des histoires que, genre, je vais à l'école primaire où mon père est allé, que quand on allait à la piscine, il me raconte comment lui, qu'est-ce qu'il faisait avec ses amis dans ce parc-là, quand lui était jeune. Ça fait du bien d'avoir ce sentiment-là. Puis c'est vrai que on n'avait pas à y réfléchir parce qu'on sortait dehors puis il y avait tout le temps quelqu'un avec qui jouer. On a quand même vécu ça à un certain degré. Puis même moi, j'ai grandi dans une garderie en milieu familial. Ouais. Fait qu'il y avait tout le temps une espèce de petite communauté quand même stable à la maison, tu sais, tous les jours de la semaine. Puis la fin de semaine, on allait chez mes grands-parents. Fait que, tu sais, comme, j'ai l'impression que ça m'a amené, c'est ça, un sentiment d'appartenance puis de sécurité en jeune âge, qui est devenu un peu des fondements. Puis après ça, on dirait que l'adolescence est arrivée. Puis j'étais à l'aise. On dirait que ça a perduré dans le temps, tu sais, ce sentiment-là. Fait que je pouvais, tu sais, j'étais allé à une école secondaire 2 ans. Après ça, j'ai switché d'école secondaire. Après ça, tu sais, puis je changeais constamment de réseau. Mais je pense que c'est peut-être ma facilité à faire ça vient peut-être de l'enfance que j'ai eue. Mais ça a fait en sorte que je suis arrivé à la vie adulte, dans ma vingtaine, puis j'avais comme pas de stabilité parce que là, mes grands-parents faisaient plus ça. Ma mère, puis regarde, comme... j'avais changé mon contexte plein de fois grâce à mon enfance qui m'a donné de la sécurité. Puis là, à la vie adulte, j'avais plus d'amis. J'avais tellement changé souvent de réseau que c'était plus là. Ouais, c'est tellement intéressant parce que moi aussi, j'avais ça. Mes parents, c'est les personnes les plus comme routinières et stables et fiables que je connaisse. Là. C'est comme ma mère a travaillé 35 ans au même hôpital. On pourrait dire, on arrive là, puis... ils sont là. Ils nous accueilleraient, demanderaient qu'est-ce qu'on veut pour dîner. Puis moi, je me sens pas de même parce que, justement, comme Vince, genre, j'étais tout le temps impliquée dans plein d'affaires, puis je voyageais, puis je me promenais, puis j'avais un esprit. Mais ma mère, elle a un côté aussi quand même aventurier, tu sais. Puis je me disais, d'où ça vient? Mais je pense, j'ai réalisé, en fait, c'est que la stabilité puis la sécurité que mes parents m'ont offert, puis même mes grands-parents qui étaient physiquement là, ça me donnait le sentiment que peu importe aussi loin que j'allais toujours pouvoir revenir. Il y avait toujours la maison. Ça qui allait m'accueillir, puis c'est peut-être ça le clash, en fait, c'est que l'année qu'on est devenu parents, puis là, qu'on commence à réfléchir à, OK, c'est qu'est-ce qu'on veut vivre avec notre enfant, puis que là, on réalise que c'est pas l'enfance qu'on a connue puis qu'on a tant aimé, c'est pas tant ce qu'on veut répliquer pour notre enfant, parce qu'il y avait, au niveau du mode de vie, tu sais, je veux dire, on en parle, on rit souvent du fait qu'on a, tu sais, on en a mangé des Pop-Tarts puis des céréales pleines de sucre, de marde, puis que on a survécu, mais tu sais, c'est quand même pas avec ça qu'on veut nourrir notre enfant, fait qu'on va faire des choix différents. On n'a pas de rancune envers nos parents, mais tu sais, c'est ça, on va juste faire des choix différents. Puis, fait qu'il y a ça qui arrive en même temps que moi, ma grand-mère est décédée pas longtemps après que mon premier enfant est né. Fait que ces repères-là aussi qu'on avait, tu sais, ce sentiment-là de continuité de cette vie-là, ben moi, c'était la dernière de mes grands-parents, puis c'était la fin de quelque chose aussi, tu sais. Puis tous les rituels qui étaient associés à elle, ça faisait quand même une couple d'années que ça s'effritrait vu qu'elle perdait la mémoire, tu sais, mais... Puis là, de voir que la trajectoire, c'est peut-être ça pour mes parents aussi. Tu sais, c'était comme... C'est quand même intense, genre, ce sentiment-là que... C'est peut-être que ça fait partie de la vie, là, de réaliser notre propre mortalité, là, puis que... comme le temps passe, puis les choses changent, puis qu'on a des décisions à prendre sur notre trajectoire, puis où on veut investir nos prochaines années, tu sais. Puis... ça a contribué à notre décision, finalement, de quitter la ville. Puis on a sincèrement considéré déménager à Laval. Oui, puis de rapprocher plus de nos familles. Puis c'était comme un dilemme parce qu'on se rapprochait de nos familles, mais on n'avait pas l'aspect nature. Ouais. Si on veut créer un mode de vie sain, on voulait... c'est comme, c'est quoi le prochain pas qu'on devait faire? Ça, on y a réfléchi quand même longtemps, tu sais. Est-ce qu'on doit se rapprocher d'une culture qui nous ressemble plus? Est-ce qu'on doit se rapprocher de la nature? Est-ce qu'on sait que c'est sain? Est-ce qu'on doit se rapprocher de gens qu'on connaît déjà? C'est comme... Ça nous a tourmenté même, je dirais, pendant un certain temps. De savoir c'est quoi la prochaine affaire qu'on devrait faire, tu sais, pour créer un contexte plus sain pour nous et pour Margaret.
Parce que ça fait mal d'avoir l'impression qu'on peut pas tout avoir. Puis je pense que c'est une des premières fois de ma vie que j'avais l'impression que j'allais pas tout... Justement, cette promesse-là d'individualiste qui te dit comme peu importe ce que tu veux, tu peux l'avoir. Tu sais, de réaliser qu'on allait faire un move, puis on allait peut-être avoir la nature, puis il y avait une promesse de communauté parce qu'on a choisi Waterville parce que de ce qu'on entendait, il y avait beaucoup de jeunes parents comme nous avec des valeurs éducatives similaires, ce qui est vraiment précieux, un lifestyle similaire. Fait que ça, mais ça restait une promesse quand même. Puis c'est des inconnus. Ça reste des inconnus. Ça reste des inconnus. Moins maintenant, mais à l'époque. De dire que ça implique de s'éloigner géographiquement de notre famille ou de certains amis, moi, ça me fait encore mal. Tu sais, Puis là, ça va faire 1 an, puis ça n'a pas été immédiat, en fait. Tu sais, créer du lien, ça n'a pas été aussi rapide que je m'attendais pas à quelque chose d'expéditif, mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus smooth, mettons, de plus naturel. Puis en fait, c'est que je pense que dans cet apprentissage-là, je savais que j'avais besoin d'une communauté puis de gens autour de moi, mais c'est comme si c'était pas encore pleinement défini. Puis c'est en lisant le livre de David Sanson où il parle de l'amitié puis il définit l'amitié puis qu'il dit il y a un petit nombre de personnes là, comme entre 2 et 7 maximum à peu près là, avec qui tu vas avoir un lien vraiment profond. Puis c'est des personnes à qui tu peux te confier. Tu peux tout leur dire. C'est les personnes qui t'appellent quand ça va pas bien. Quand il a parlé de tout ça, de ce type de proximité-là, j'ai fait « Ah, c'est ça que je vise. » On dirait que c'est ça qui manquait un peu, tu sais. Puis c'est qu'il insiste aussi sur l'importance de la proximité géographique, de dire ce sentiment-là, on peut l'éprouver envers quelqu'un qui est loin, mais on a aussi un besoin de côtoyer du monde comme fréquemment. Puis on dirait qu'il me permis d'avoir une vision plus claire de ce que je visais, en fait. Puis à partir de là, nos actions étaient peut-être plus concrètes aussi vers ça. Parce que de dire « je veux une communauté », c'est comme trop vaste, en fait, parce que ça peut prendre tellement de formes. Puis si c'est pas défini, ben je pense que notre énergie peut être dissipée, puis en tout cas... Absolument. Puis il y a un aspect lenteur qu'on a découvert un peu... Parce que, tu sais, pendant longtemps, on parlait de style de vie, mais plus au niveau des objets, de l'habitat, les habitudes. Ouais. Puis si on peut changer ça vraiment rapidement, tu sais. Si j'ai vu plus mes bottes normales, puis je veux m'acheter des bottes minimalistes, ben j'éjette mes bottes normales, puis j'en achète des bottes minimalistes. Mais une relation humaine, ça marche pas comme ça. Non. Vraiment pas. Fait que ça vient avec une lenteur qui est confrontante, justement, pour l'aspect individualisme ou de comme... Tu peux pas l'avoir du jour au lendemain, là. Ça prend du temps, puis ça prend aussi des épreuves pour renforcer des relations. Puis, Ouais, c'est comme les relations humaines, c'est comme une drôle de bébite. C'est chaotique un peu, tu sais, tu peux pas avoir le contrôle. T'as pas le contrôle sur l'autre, mais t'as quand même du pouvoir sur la dynamique relationnelle dans la façon que t'agis dans le monde, dans l'énergie que t'envoies, dans l'écoute, les soins que tu apportes à l'autre personne. Fait que on peut influencer la dynamique. C'est pas que c'est complètement dans notre contrôle. Non. Mais on l'a pas pleinement comme on l'a sur le décor de notre maison. Puis c'est vrai que ça, c'est déstabilisant. Nos rideaux. C'est pas pareil. Fait que depuis comme plusieurs mois, ce qu'on visait, on parlait de la petite vie, mais comme même avant ça, c'était des relations profondes avec un petit nombre de personnes. Fait que ça rend ça vraiment moins intimidant. Puis même, tu sais, David, ce que j'aime, c'est qu'il dit notre capacité à entretenir des relations est limitée. Tu sais, oui, l'amour est peut être considéré comme infini, mettons, mais réalistement, je pense même notre cerveau, le nombre 150, le fait qu'on se regroupe en bande de 150, je pense qu'il y a comme une limite à ce que notre cerveau peut emmagasiner comme type de lien puis ce qu'on est capable de connaître. Si on diffuse notre énergie sur des centaines de personnes, ben notre lien ne peut pas être profond. Tu sais, mais il n'y a pas une variable, mais il y a un nombre de... Dunbar? C'est-tu le Dunbar number? Je me souviens plus, mais c'est justement qu'on a beaucoup de difficultés à mémoriser plus de 150 visages, je pense. Ah, OK. Ce qui ferait du sens avec la notion de bande. Ouais. Ouais, il expliquait en fait pourquoi ces nombres-là font du sens.
Puis c'est ça, lui, il appelle ça, ce petit groupe-là d'amitié, un groupe, un honor group, fait qu'un groupe d'honneur. Moi, j'aimais bien l'idée de cercle d'honneur. Puis une partie des discussions entre toi et moi, puis dans le clan, c'était « OK, mais comment... » J'aimais ça poser la question « Comment on se fait des amis? » Mais comment on se fait des amis? Parce que jusqu'à maintenant, on est né dans un contexte où il y avait toujours du monde autour de nous. Après, on changeait on arrivait dans une université, puis les gens étaient là. C'est récent que j'avais l'envie délibérée de connecter avec du monde qui se rapproche de mes valeurs. Je pense qu'avant, je me suis toujours débrouillée avec le contexte social qui était là, Puis là, c'était comme, OK, non, il faut des gens j'ai envie de personnes qui me ressemblent puis qui me comprennent. Puis là, là, on se sent plus vulnérable parce que si tu dis j'ai cette intention-là de délibérer, on dirait que la peur du rejet est encore plus grande. Ben oui. Fait que, beaucoup de nos discussions, c'était, OK, où le besoin? Est-ce que c'est de rencontrer des nouvelles personnes? Ou est-ce que c'est, des fois, dans certains cas, de dire, j'ai certaines personnes que j'aime beaucoup dans ma vie, puis je veux juste approfondir le lien avec eux, puis selon à qui on parlait, les gens ne se sentaient pas nécessairement comme à la même place. Fait qu'une partie de la discussion, c'était comme, OK, mais comment on rencontre des gens qui nous ressemblent, mais comment après on transfère à des niveaux de proximité de plus en plus grands, comme, OK, je vais à des cercles de maman, mais comment est-ce que ça finit par, cette personne-là fait partie de ma vie, Puis ça aussi, c'était le fun de découvrir qu'il y a des façons de faire puis des façons d'entrer en relation qui sont peut-être plus smooth que d'autres. Je sais pas pour toi, c'était comme... En tout cas, moi, je pourrais comme... J'en dis encore longtemps, mais je suis comme curieuse de te laisser la parole aussi vite. Toi, dans ta façon d'entrer en relation avec comme les amis qu'on a maintenant, y a-t-il quelque chose qui a changé par rapport à avant? Dans ta perspective où tu te dis, ça, je peux délibérément faire ça pour nourrir des relations? Moi, déjà, tu sais, ce qu'on fait avec Vivace, surtout avec Instagram, je pense que ça vient beaucoup de moi, l'idée de s'afficher, puis de dire, voici, nous, on est comment, voici, nous, ce qu'on fait. Que ça l'a attiré beaucoup de gens vers nous. Puis, des gens qui sont même rapprochés géographiquement de nous, puis des gens qui sont rapprochés, qui sont rapprochés physiquement, qui sont maintenant dans notre vie. Fait que, tu sais, une des étapes de se créer des relations, des nouvelles relations, c'est de s'afficher. C'est de s'afficher. Puis de s'afficher sans filtre, en disant comme, voici je suis qui, voici en quoi je crois, voici ce que je veux faire, ce que j'ai l'intention de faire, voici ma vision. Ben, ça va amener des gens qu'il n'y aura pas, tu sais, c'est comme, mettons le dating, là. Si on se fait un profil là, vraiment nice, là, puis là, on ment à plein de niveaux, puis on se met des masques, puis tu sais, comme, juste pour pogner plus, ben, ça fait en sorte que plus la relation va avancer, puis plus ça va être comme un mess un peu, puis il va y avoir des belles ou des mauvaises surprises, tu sais, comme, il y a comme beaucoup de travail à faire après, mais si dès le début, t'es full toi-même sur ton profil, ça va peut-être attirer moins de monde, mais ces gens-là vont savoir à quoi s'attendre. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est ça ma stratégie ou même mon rôle, là, de dire comme, tu sais, nous, on est ça, là. Puis ça va pas plaire à 99% des gens peut-être, mais les gens avec qui ça va plaire vont faire comme, wow. Puis là, ils vont vouloir se rapprocher, puis ils vont, tu sais, comme... Ouais, c'est ça. Fait que on dirait que c'est plus ma stratégie en ce moment. De comme, quand quelqu'un nous découvre, c'est pas fake, il n'y a pas de... que c'est vraiment nous, t'sais, que la personne vient nous côtoie après, puis on est les mêmes gens. Puis ça, les réseaux sociaux, c'est super puissant pour ça. C'est super, comment dire, c'est intimidant là, d'être soi-même sur les réseaux sociaux. Ou comme ça fait peur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui osent le faire. Mais dans tous les contextes, en fait. T'sais. Dès qu'on s'affiche, maintenant, si on remplace les réseaux sociaux par juste un groupe, puis là, tu rentres dans un groupe de personnes que tu connais pas, puis là, comment t'es toi-même. Ça aussi, c'est full intimidant. Là. On a tendance à comme... Mais moi, je trouve que les réseaux sociaux, ça nous amène à pas être confrontés à la pression de groupe. Ce qui est... Ça, c'est toi qui vis ça de même parce que pour tellement de monde, non, pour moi, c'était complètement... T'as l'impression qu'il y a des milliers de personnes qui peuvent te voir puis te juger, tu sais. Mais je pense que notre intention, depuis le début avec Vivace, c'était d'être authentique puis d'être transparent. Je pense que ce que tu m'as apporté, c'est de parler de toutes les facettes de moi. Tu sais, je pense que j'ai jamais menti puis j'ai jamais voulu projeter une image
de perfection ou quoi que ce soit. Mais je pense que j'étais apeurée à l'idée de partager certaines facettes parce que je me disais, justement, tu sais, il y a des choses, ma noirceur, certains de mes questionnements ou mon anxiété, ou j'avais peur d'en parler. Tu sais, fait que je pense que c'est pas tant que je voulais projeter quelque chose d'autre, mais c'est que ce que je projetais était incomplet. Puis moi, je me sentais comme incomplète aussi comme personne. Puis il a fallu que je fasse la paix puis que j'embrasse en fait des parties de moi que toi tu valorisais mais que moi je dénigrais comme mon côté absolument obsessif. Là, quand j'aime de quoi, j'atteins le niveau de l'obsession. Puis je voyais juste ça négativement. Puis maintenant, comme c'est toi qui mettais du fioul là-dessus puis qui m'encourageait à être all-in là-dedans. Puis je pense qu'à partir du moment où on a commencé chacun même à honorer nos forces au lieu d'essayer d'être la même personne, en tout cas, on était mieux avec nous-mêmes, on était mieux dans notre couple. Puis ouais, c'est ça, on arrive dans le monde avec chacun notre identité, puis on voulait en parler avec Vivace, tu sais, puis c'est ça, c'est intimidant d'être soi-même parce que ça fait que si quelqu'un nous rejette, il nous rejette pour qui on est. Puis ouais, ça fait mal. Là. Ça fait mal. J'avais même écouté le documentaire de Lady Gaga, puis elle disait, tu sais, pendant des années, je mettais de l'avant un personnage, puis, tu sais, t'as l'air exubérante, puis confiante, mais en fait, c'était juste ça, son bouclier, en fait. Parce que si tu crées un personnage qui n'est pas toi puis que les gens te critiquent, t'es détaché, en partie, tu sais. T'es pas rejeté. T'es pas rejeté. Ton âme n'est pas rejetée. Mais en même temps, ça fait... Je pense que quelqu'un peut pas s'épanouir si tu vis pas une vie d'intégrité. Puis il faut éventuellement que ton persona puis toi-même, c'est la même personne parce que je crois que ça doit créer énormément de troubles aussi relationnels parce que si tu t'affiches pas réellement, tu peux pas connecter profondément avec la personne devant toi. Tu sais, fait que Vince, toi, ça part de moi, puis c'est d'être moi-même. Puis tu sais, quand tu parlais de t'afficher, je pense que définitivement, c'est pas tout le monde qui a besoin de s'afficher sur les médias sociaux. Non. Mais juste de dire, est-ce que tu arrives dans une salle, dans un lieu, puis tu sens que tu as ta place, puis qui tu es mérite d'être aimé, là? Ouais. C'était ça que Jean Lidloff, elle nommait. Elle dit, après des années de thérapie, parce qu'après avoir écrit le Continuum, elle faisait de l'accompagnement avec des gens, puis elle disait, peu importe les traumas que la personne avait vécu, on dirait que ça revenait toujours à ça. Puis Brené Brown en parle de la même façon, mais Jean Lidloff, elle a écrit son livre dans les années 70. Là. Elle disait, ça se résumait tout à ça. Les gens se sentent pas dignes d'être aimés, en fait. Ils se sentent pas à leur place, puis ils se sentent pas dignes d'être aimés, tu sais. Fait que, mais en même temps, je pense que ça peut amener une vision individualiste de dire, il faut que toi, tu te guérisses encore une fois, puis que tu te connaisses toi-même. Je pense que c'est par nos relations puis nos interactions avec les autres, puis le monde qui nous entoure, qu'on est apte à mieux se définir nous-mêmes. C'est là que, cette idée-là qu'il faut gagner de la confiance, puis il faut être intègre, il peut avoir encore un réflexe de se replier sur soi, puis d'aller travailler sur soi, puis qu'après ça, on arrive dans le monde, puis là, on va être prêt à interagir. Mais je pense que ce qui fait mal, c'est quand on apprend n'importe quoi, c'est par l'action qu'on découvre nos forces, qu'on découvre ce qu'on aime, puis qu'on découvre qui on est, tu sais. Fait que je pense pas que la solution, si vous sentez que la vie que vous vivez n'est pas 100% intègre avec ce que vous voulez, c'est juste de faire plus de journaux intimes, puis de thérapie, puis de trucs tout seul dans votre coin, tu sais. C'est là que on a souvent l'impression que créer du lien, c'est une question de confiance, tu sais, d'arriver dans un groupe, puis de comme prendre la place. Mais je pense qu'au contraire, comme ce qui est ressorti dans énormément de nos discussions avec le clan Vivace, c'était aussi de dire, en fait, c'est complètement l'inverse, c'est que ça demande de la vulnérabilité. Puis ça demande d'être aussi à l'écoute des autres, puis d'être dans une perspective d'échange. Et non pas de je suis là pour me faire des amis, puis dans une perspective de je veux prendre des choses. Ça, tu y as réfléchi beaucoup aussi, là. Ben, tu sais, c'est de pas dire qu'est-ce que je veux avoir, mais tu sais, qu'est-ce que je veux donner, en fait. Quand on change ce mindset-là, je pense que là, ça devient intéressant, là, au lieu de constamment, c'est ça, comme essayer d'accumuler le plus possible. On pourrait parler d'objets, mais on peut parler de relations aussi. De likes, d'amis, Facebook. Tu sais, comme au lieu d'accumuler le plus possible, de comme comment je peux donner, comment je peux
Ouais. Ah, c'est beau. Mais ça revient à ça, tu sais, de dire le village, votre clan, peu importe comment vous le nommez, vous n'allez pas le trouver. Il n'est pas quelque part dans le bois tout seul que vous allez... Comme, c'est une création. C'est comme ça... Il n'existe pas en ce moment. Il n'y a aucun lieu, je pense, que vous allez arriver puis que sans aucun effort. Il n'y a pas de village qui va venir vous prendre en main. Non. Tu sais, il faut... Il y a des contextes favorables, plus favorables que d'autres. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais il y a comme un bout de chemin à faire. Puis, il y a un aspect participatif. Exactement. Puis c'est ça qui fait mal parce que... Puis je pense encore une fois que c'est un héritage d'une société individualiste de consommation où toute une majorité de notre vie, les relations, bien surtout plus en vieillissant, ça devient transactionnel. Tu sais, le lien de l'échange est clair. C'est comme, je te donne de l'argent pour un service clair, puis c'est une mentalité de je veux en obtenir le plus possible pour ce que je dépense. Tu sais, pour les objets qu'on achète, souvent, c'est ça, cette mentalité-là, de dire j'en veux le plus possible, puis il y a toujours ce risque-là d'être fourré, là, tu sais, de se dire je veux pas que la compagnie... Tu sais, il y a des revues entières d'analyse de produits, justement, parce qu'il y a une crainte de faire des erreurs, mais aussi de se dire que l'autre bord, il veut aussi le plus de moi possible, mais d'entrer dans des relations intimes avec cette mentalité-là, ça marche pas. C'est toxique, là. Faut plus avoir la mentalité, comment je peux donner plus que j'obtiens. Puis, je veux dire, je crois quand même à une espèce d'équilibre, que les choses vont nous revenir, mais faut pas le faire pour avoir. Tu sais, faut pas donner beaucoup en se disant comme j'espère que je vais recevoir beaucoup. Ouais, ça aussi, ça... Ça risque d'arriver, mais faut pas le faire pour ça. Fait que c'est complexe, là, mais tu sais, comme... Ouais. C'est quétaine, mais ça revient à de l'amour, là, comme... Faut... L'amour, puis... C'est pas dans le mot, dans mon vocabulaire, mais récemment, le mot « espoir » revient vraiment beaucoup, là. C'est une posture que... Genre, t'agis dans le monde, puis tu le sais, t'as l'espoir, t'as la croyance, la confiance que ça va te revenir, mais en même temps, t'es pas attaché au résultat comme en serrant le poing vraiment fort. Puis moi, je trouve que c'est quand on était dans cette posture-là que la vie a toujours surpassé nos attentes. Tu sais, on a comme envoyé dans l'univers qu'on voulait des relations de plus grande proximité, puis ça s'est matérialisé. Tu sais, comme là, on fait le bilan après 1 an en campagne. Tu sais, oui, on a déménagé sur un terrain où il y a d'autres locataires à côté de nous, dont notre amie Elisabeth Dufresne, qui est la deuxième invitée de notre série après cet épisode-ci, qui nous a amenés au village pour la communauté de parents, mais on a aussi le type de lien qu'on vise, c'est-à-dire des amitiés basées sur des valeurs communes vraiment fortes, puis que là, on rentre plus dans l'étape d'approfondir ce lien-là, puis de briser un peu ce que moi, j'ai jamais tant vécu, de dire... Ça a souvent été des amitiés on se voit dans un contexte, justement, professionnel, des activités, mais là, de vivre l'amitié dans nos maisons, puis se rapprocher de la petite vie, en fait. La petite vie, on le vit pas encore, mais on commence à travailler pour se rapprocher de ça en faisant des actes conscients, genre. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, tu sais, comme qui dit débarquer à l'improviste chez quelqu'un ou de recevoir quelqu'un à l'improviste chez soi implique la maison est peut-être pas propre. Ouais. Ou comme t'es peut-être pas de bonne humeur cette journée-là. Tu sais, comme il y a plein d'affaires qui viennent jouer, que d'habitude, on essaye de dire je suis un peu fatigué, fait qu'on va laisser faire, ou on se la reprend. maison est pas full propre, fait on va ailleurs. Ou on va ailleurs. Tandis que là, c'est comme à quel point t'es capable de laisser la personne entrer dans ton intimité quand t'es vulnérable ou quand t'es pas fier de ton contexte. Tu sais, comme c'est là qu'on commence à creuser dans des relations puis à se rapprocher vraiment des gens. Tu sais. Ouais. Ouais, vraiment. Puis même dans la série La Petite Vie, je pense qu'il en riait une fois de temps en temps de comme mettons, maman, c'est Creton, puis sa femme arrive, puis elle veut pas, c'est comme vraiment pas le bon moment pour elle. Fait qu'elle se cache, tu sais, elle se cache dans la cuisine, mais non, c'est vrai, pas aujourd'hui. C'est encore eux. Pas encore eux. Fait que, tu sais, comme, puis là, il finissait par rentrer, évidemment, mais tu sais, c'est ça. C'est ça la petite vie, tu sais. Mais c'est beau parce que ça, tu sais, je réalise dans les trucs qu'on veut travailler prochainement, c'est notre capacité à accueillir. Parce que peut-être que justement, cette peur-là d'accueillir des gens dans mon intimité puis qui voient mes imperfections. Tu sais, justement, avec la croyance que je suis brisée puis que j'ai des choses à cacher. Tu sais, fait que même peut-être au niveau de la sphère de la maison, j'avais jamais tant vu là où on habite comme un lieu d'accueil. Mais là, ça commence à changer, tu sais, de dire, aïe, j'adore les endroits.
Puis on a tous des gens de même dans notre entourage. Tu sais, quand on était ado, là, nous, il y avait une maison, c'était tout le temps là, les parties. Tu sais, c'était comme une maison, la porte est ouverte, puis j'ai toujours trouvé ça comme magnifique. Mais dans ma tête, c'était pas moi qui allais créer ça. Puis là, je commence à réaliser que, ben pourquoi ça serait pas nous qui accueillent? Puis est-ce qu'il y a des façons de le faire pour que qu'est-ce qui fait que les gens se sentent bien quand ils sont accueillis? Puis ce que je réalise, c'est que ça n'a justement pas rapport à la perfection de l'environnement. Puis, tu sais, ça se sent quand c'est fake, là, quand tu veux trop contrôler puis t'es crispé, tu sais. Fait que de découvrir les variables de qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien chez quelqu'un, ça m'intrigue. Mais, fait que notre capacité d'accueil, mais nous aussi notre capacité à aller vers les autres, tu sais. Puis à aller chez les autres, à être des fois la personne justement qui fait le premier pas puis qui va cogner à la porte puis qui dit comme... Parce que je pense que dans une communauté... Dans la culture actuelle, on a peur de déranger. Je sais pas vous, mais ma grand-mère, elle disait tout le temps ça. « Je veux pas déranger, je veux pas déranger. » Puis ça fait que quand même mes parents lui ont offert de venir vivre à la maison, en vie multigénérationnelle, c'était comme « Non, je veux pas être un fardeau pour vous. » tu sais. Fait qu'on voit carrément l'intimité comme étant problématique. Tu sais, comme... Puis c'est vrai qu'il y a un coût à ça, tu sais, parce que si nos grands-parents sont vraiment malades puis qu'il y a des soins à porter, il y a toutes sortes d'implications super complexes, mais à la base, on s'auto-isole parce qu'on ne veut pas déranger les autres. Par peur de déranger. T'sais. Ou de se faire aussi dire non. Puis pendant un des appels du clan Vivace, il y a une des filles qui a dit une phrase tellement belle. Elle a dit, moi, ce que je réalise, une des clés, c'est que faut être la personne qui dit j'ai hâte, est-ce que j'aurais envie de te revoir. Puis, tu sais, c'est ça dans le monde du dating, tu sais. Des fois qu'il faut être la personne qui dit comme, hey, veux-tu qu'on se revoie? Avec toute la nervosité que l'autre personne dise non. Mais elle m'a fait réaliser que même en amitié, c'est beau d'avoir le courage de dire à l'autre personne, hey, j'aurais envie de te revoir. Puis, moi, ça fait partie des choses, je m'étais noté qu'il fallait que je travaille, probablement. J'ai toujours eu des amis extravertis. Ça a été un de ça aussi. Je bandais full avec d'autres introvertis. Mais il y a des relations qui perduraient, c'est parce qu'il y avait quelqu'un de full extroverti qui me prenait sur son aile, puis qui faisait souvent les premiers pas. Puis c'est moi qui décidais quand ça m'a donné ou pas, tu sais. Puis j'ai réalisé, si je veux une politique un peu de porte ouverte, que les gens débarquent n'importe quand, comme il y a des choses à changer, genre. Ouais. Je sais pas, toi. Tu sais, ben, je peux te mettre sous le spotlight, là. Moi, je trouve qu'une partie du fait que tu avais un ami à la fois dans ta vie, c'était que je pense que tu étais comblé si tu avais un lien profond avec quelqu'un. Puis tu t'adaptes facilement. Tu as une empathie puis une capacité à connecter, puis tu t'adaptes facilement. Fait que quand ton contexte changeait, tu trouvais quelqu'un d'autre avec qui connecter. Mais j'ai senti, puis surtout même dans les moments où on était comme, mettons, malade puis qu'on avait besoin d'aide, que tu avais un peu de la misère à demander de l'aide parce que il y avait une partie de toi qui se disait « Je devrais être capable de me débrouiller tout seul. » Puis ça a été des sujets de tension quand même. Fait que là... Ouais, je dirais pas ça comme « Je devrais être capable », mais plus « Je suis capable ». OK. C'est comme peut-être trop de confiance, peut-être. C'est-à-dire comme je suis capable de manager ça tout seul. C'est pas genre je suis pas capable, mais je devrais. C'est genre ben non, je suis capable, on va gérer ça, tu sais. Fait que ça fait en sorte que j'ai moins tendance à aller vers les gens parce que j'ai très confiance en mes capacités. Mais tu sais, on peut pas adresser en solo un manque d'humain autour de nous. Fait que peu importe le degré de confiance qu'on a par rapport à nos capacités, on peut juste pas. C'est le résultat de notre découverte. T'sais. C'est là que nous, on avait un seuil différent de ce qui nous fait sentir seul, genre, ou isolé. Puis moi, mon seuil, je me sentais seule puis pas bien, puis je te le disais. Puis c'est vrai que là, il y avait un peu une incompréhension parce qu'il ressentait pas... Tu trouvais ça difficile, mais tu ressentais peut-être pas la détresse profonde que je vivais. Moi, je dirais pas que j'étais en détresse. T'sais. Mais il y a quand même une partie de toi récemment que justement... Tu me disais comme, finalement, on n'est peut-être pas introvertis, on était juste entouré de personnes qui nous nourrissaient pas. Tu sais, dans le sens que quand, je sais pas comment dire, de relations comme plus superficielles, puis, mais à partir du moment où on a commencé à avoir des amitiés puis des discussions avec des gens qui nous ressemblent, puis que l'événement finissait, puis on sentait qu'on avait encore plein de choses à dire, puis qu'on était excités, puis qu'on avait hâte de voir les gens, on se regardait, puis on s'est dit, finalement, on n'était pas si introvertis. C'est juste, il y a des relations qui nous énergisent, puis d'autres moins, puis on veut investir dans... Puis je veux dire, introverti, extraverti, il y a peut-être plus... Ça vient peut-être du fait qu'il y a des gens qui ont une capacité ou un plaisir à s'adapter plus à ce que les autres sont. Puis nous, on dirait que c'est le contraire. Tu sais, comme quand... Comment dire? Quand on est entouré de gens qui nous ressemblent pas, on n'est pas énergisé. Ouais, je trouve pas ma place nécessairement. Non, je sais pas quoi faire.
Mais comme tu dis, c'est ça. À partir du moment où on s'entourait de gens comme nous, qui visaient les mêmes choses que nous, qui avaient les mêmes valeurs, ben là, ça devenait full énergisant, ces relations-là, pour nous. Puis on a envie de plus de social. Ce qui est bizarre, quand toute ta vie, tu t'es dit que tu étais introverti ou gêné, ou que là, tu passerais des journées complètes avec certaines personnes. Ouais. Avec le problème, c'est pas notre désir d'être tout seul ou non, là, c'est comme avec qui on est, en fait. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, toute ma vie, j'avais vu la solitude comme positivement, mais maintenant, être seule avec un enfant, je suis pas capable d'être bien là-dedans, moi, personnellement. Moi, je m'épanouis pas du tout toute seule avec mon enfant, même quelques heures, comme on dirait que je sens des énergies invisibles qui sont comme supposées être là. C'est comme cette vision-là que j'ose avec d'autres adultes, puis qu'on interagit avec les enfants, mais que les enfants aussi s'amusent entre eux. Ben, ce qui semble le plus humain, si on regarde anthropologiquement dans d'autres cultures, c'est des groupes d'enfants multi-âges qui sont ensemble, là, qui jouent ensemble, on pourrait dire jouer, ou comme pendant pratiquement toute la journée, tu sais. Fait exposé à la vie des adultes. Exposé à la vie des adultes, comme un peu en périphérie. Puis, oui, c'est possible pour un adulte d'avoir une espèce de éventail de compétences ou d'intérêts qui font en sorte que cet adulte-là se sent hyper énergisé par le fait d'être tout seul avec un enfant. Mais je crois que c'est vraiment pas la norme, tu sais. Ouais. C'est possible, mais c'est pas la norme. Puis, tu sais, j'ai l'impression que moi, ça me draine moins de par mes compétences. Tu sais, j'adore improviser. Fait que, tu sais, être avec un enfant, c'est une bonne façon. C'est ton terrain de jeu. C'est un terrain de jeu, tu sais, parce que... Mais pour quelqu'un qui aime vraiment moins improviser, un enfant devient un agent hyper perturbateur. Parce que faut constamment s'adapter, tu sais. Fait que ça devient drainant. Fait que, tu sais, faut pas regarder, genre, est-ce qu'un adulte devrait être capable de passer 100% de son temps avec un enfant? C'est plus de dire, c'est quoi... Considérant que ce contexte-là n'est pas nécessairement humain, ben, c'est peut-être mieux de trouver un... S'il faut que ça arrive, que ce soit par une CPE ou par l'aide d'un autre parent ou d'un autre adulte, ben, c'est intéressant de trouver une personne qui est énergisée par ce contexte-là, qui n'est pas nécessairement humain, mais que ça ne va pas drainer constamment cette personne-là, parce que c'est là que ça devient une crise existentielle, pratiquement. Là, Absolument. Puis c'est là que je trouve dans le monde de la parentalité, le discours est encore sur l'individu. Tu sais, on va dire les mères se mettent trop de pression de performance. Ça, je pense que je vais faire un épisode juste là-dessus, sur le fait que les mères se font dire tu te mets trop de pression, tu veux trop en faire. Puis moi, ma vision maintenant, c'est comme non, nos besoins ne sont pas répondus. Le besoin de connexion sociale, c'est ce que j'ai aimé dans tous les ouvrages qu'on a lus dernièrement, c'est réel. Tu sais, si on n'a pas ça, on se sent pas bien. Tu sais. Puis, ouais. Puis, je réalise que un des trucs qui m'a aidé aussi à apaiser mon système, c'est... En fait, j'ai réalisé que quand on se retrouvait justement dans ce que tu nommais des groupes multi-âges avec d'autres humains, notre système nerveux était tellement plus paisible. Marc Aurèle, il y avait tellement moins d'interventions. En fait, il y avait... Parce que les enfants, entre eux, il y a comme une co-régulation. Il y a comme, je pense, aussi juste un sentiment de sécurité profonde d'avoir d'autres âmes, d'autres énergies autour de toi. On le voit, ouais. Plus il y a de gens, plus Marc Aurèle est apaisé. Ouais. Ce qui est bizarre. Puis, je pense que dans ma quête de créer ce cercle d'honneur-là ou cette petite vie-là, je réalise que c'est un plan qui prend du temps. Puis, si il y a un conseil que je rajouterais que je voyais pas avant, même pour moi-même, c'est de dire, OK, mais c'est correct qu'à court terme, il y a d'autres solutions, puis que c'est pas toutes des relations de grande proximité qui comptent tes autres besoins. Ça, c'est vrai, on l'a réalisé en faisant l'exercice. On a lancé le programme Vivre sans couche, puis le pilier des humains est tellement important que, oui, une partie du programme, c'est d'expliquer c'est quoi l'hygiène naturelle, puis les trucs pratico-pratiques sur comment se positionner, quoi acheter. Mais il y a une section entière sur se créer un cercle de soutien pour permettre d'avoir l'espace d'appliquer l'hygiène naturelle. Puis c'est de dire, ton cercle de soutien ne va pas nécessairement faire l'hygiène naturelle pour toi. Il ne va pas nécessairement faire toutes les tâches de ta maison, mais il va t'aider avec d'autres sphères de vie. Ça va t'aider à te sentir plus comblé, puis tu vas avoir l'énergie à mettre là où tu veux la mettre. Puis une de mes réalisations,
c'est que oui, il faut faire des efforts qui vont des fois rapporter à long terme. Puis c'est important dans la vie d'être capable de faire ça. De semer des graines maintenant pour une récolte qui va venir plus tard. Puis qui se fera peut-être même pas dans notre vie. Là. Ça, c'est vrai. Peut-être nos enfants qui vont récolter, tu sais. Oui, parce que là, je vois le temps passer avec Marc Aurèle, là, puis ça se peut que par le temps qu'il y ait 7-10 ans, on n'ait pas encore une espèce de communauté, un camp, en fait, là, de 20-30 personnes, comme j'espérais, mais que si la visée, c'est qu'on est en train de transformer la vie de notre descendance, là, on a un sentiment d'accomplissement quand même, parce qu'on sait qu'on se rapproche de ça pour nos petits-enfants, peut-être, tu sais. Fait qu'il y a ça, tu sais, d'être capable d'investir notre énergie pour des résultats plus tard, mais aussi d'être capable, si c'est là que je veux travailler, puis toi, t'es full bon dans le moment présent, mais pas moi. Mais c'est de dire, il faut aussi des actions qui, à court terme, te permettent de te sortir du mode survie. Puis c'est là que, justement, tu sais, un moment après l'accouchement, je voulais pas avoir des étrangers chez nous. Tu sais, j'étais là, je veux de l'aide, mais je veux pas comme justement payer quelqu'un. Je voulais pas une relation transactionnelle froide, puis qu'un étranger rentre chez nous dans un moment d'hyper grande vulnérabilité, puis de fatigue, puis tout, puis voir mon bordel, justement. J'avais envie de gens que je connaissais, mais ils n'étaient pas là, ces gens-là, pour l'instant. Tu sais, je disais, oui, nos parents venaient nous visiter de temps en temps, mais tu sais, on ne vivait pas avec eux au quotidien. Mais je réalise que dans l'entre-deux, on a quand même avantage à aller chercher tous les services possibles qui concordent quand même à nos valeurs. Tu sais, exemple, justement, de dire, je peux pas embaucher personne pour faire l'hygiène naturelle pour moi, tu sais. Puis c'est moi qui allaite, fait que je vais pas le déléguer à personne, mais on aurait pu embaucher peut-être une femme de ménage de temps en temps. On aurait pu peut-être trouver des solutions pour avoir des repas pour cuisiner moins. On a fait de la popote en famille, mais ça demandait quand même un certain temps. Ouais. Mais il y aurait peut-être eu des solutions intermédiaires où on achète des objets ou des services qui nous auraient apaiser à court terme. Moi, je pense que j'aurais pu choisir ces avenues-là. Même que ce soit à refaire, je vais aller vers ça. Aller vers tous les services d'aide aux familles. Parce que j'ai réalisé que même si ça peut être intimidant parce que c'est des étrangers, c'est en rencontrant des étrangers que ces personnes-là, ou pas, tu sais, vont traverser nos cercles d'intimité. Puis des fois, on croise comme... Quelqu'un me dit « Ah, moi, je suis allée à un cercle de maman, puis je connaissais personne. » Mais tu sais, ça peut arriver que dans le groupe, il y en a juste une là, avec qui ça clique full, puis cette étrangère-là finit par devenir comme ton amie, puis peut-être que cette amitié-là va traverser le temps, tu sais. Puis même, tu sais, si ça arrive encore, ben, dire, est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre réseau qui est peut-être énergisé par l'idée de faire du ménage? Ou que ça va pas... Tu sais, comme, même sortir du transactionnel aussi, puis dire comme, hey, ça te tente-tu pendant, mettons, un mois, là, une fois par semaine, juste donner m'aider avec le ménage, puis je vais t'aider d'une autre façon, tu sais. Ouais. Ça peut être du troc ou plus tard. Si la personne est, je sais pas, est enceinte aussi, elle dit, ben, toi, quand ton enfant va arriver, ben, j'aimerais ça qu'on trouve une façon que moi, je t'aide, tu sais, que ce soit avec la popote ou des choses comme ça. Parce que, oui, on peut essayer d'aller trouver des étrangers qui peuvent nous aider, mais idéalement, c'est notre camp qui nous aide, tu sais. Puis même si on n'est pas à un niveau de proximité qui est semblable à celle que les humains vivaient dans un camp, ben ça, comme tu dis, de demander de l'aide des fois, ben ça rapproche les gens de nous, tu sais. Puis ça crée des relations plus solides aussi, tu sais. Ouais. Puis ça revient aussi à... Tu sais, moi, je pense que j'avais de la misère à aller vers les autres et à demander de l'aide de manière non transactionnelle parce que je me disais, vu que je manquais de confiance en moi, je me disais, je sais pas ce que j'ai à offrir en retour. Vu que je vaux rien, je vais pas demander de l'aide. On rit souvent de ça, là. Ouais, c'est ça, parce que je me dis... Mais c'est ça qui est tough aussi avec la détresse parentale puis la fatigue, c'est qu'on est réellement dans un état où on a l'impression qu'on n'a plus rien à donner, là. Fait que moi, j'ai trouvé ça qu'une mentalité d'échange pur, c'était un peu tough parce que j'étais complètement vidée, puis c'était comme un mode où il me fallait juste de l'aide, puis ça, c'est ça qui me faisait sentir vulnérable, de dire, faut que je demande de l'aide sans peut-être être capable de redonner l'appareil, mais, tu sais, fait qu'il y a comme le mode survie, le fond du baril, là, c'est une chose, c'est comme il faut une stratégie pour ça, puis comme une tactique pour ça, puis une stratégie plus pour comment bâtir du lien autrement, comme le reste du temps.
Ouais, puis de réaliser que, justement, dans cette vision-là d'échange, c'est ça qui est beau d'un groupe, c'est qu'on n'a pas à posséder toutes les mêmes forces puis les mêmes intérêts, puis on peut s'entraider par des choses qui nous énergisent, puis ça va énergiser l'autre, tu sais, peut-être que quelqu'un va être heureux d'aider à cuisiner, mais elle ne va pas s'attendre à ce qu'on cuisine en retour, mais plutôt qu'on l'aide pour son marketing. Je sais pas quoi. Tu sais, comme qu'il y a des façons de s'entraider. Ben oui. Ben oui. Ouais. Fait que la suite, on dirait que j'ai envie de finir avec l'exemple que je partage dans l'infolette ces temps-ci. Dans les groupes de discussion pour le programme d'hygiène naturelle, il y a des parents qui expliquaient que des fois, quand il y avait besoin d'aide, ils lançaient l'appel au public. Là, tu sais. Puis c'est cool parce que dans le village où on vit, il y a un groupe de petites annonces qui est vraiment vivant. Puis les gens les voient, les consultent, les annonces. Puis tu sais, je me disais comme, quand j'ai un événement ou quelque chose à offrir, tu sais, je vais l'annoncer, tu sais, pour inviter les gens. Mais il y a quelqu'un dans notre réseau qui l'utilise d'une autre façon que je ne me serais pas attendue. Puis là, elle m'a inspirée. Elle nous suit, puis elle sait comment qu'on aime marcher, puis elle a un intérêt aussi pour la marche. Mais elle a réalisé qu'elle n'aimait pas marcher toute seule. Fait qu'un bloquant, c'est une fille marcher toute seule le soir, elle ne se sent pas nécessairement confortable. Fait qu'elle a lancé une annonce dans son groupe de quartier pour dire ça, de genre, je veux pas marcher, j'ai envie de marcher avec en compagnie d'autres personnes. Puis ce qu'elle nommait qu'elle pouvait offrir, c'est de dire si vous êtes une personne âgée ou que vous êtes aux soins d'une personne âgée, que vous voulez un répit, ou une personne avec un handicap ou un animal de compagnie, je peux marcher avec l'être que vous aimez, puis vous aider de cette façon-là, puis moi, ça m'aide. Tu sais. Puis elle a eu plein de réponses positives. Puis il y a comme toute une épopée, tu sais, parce qu'elle a rencontré une fille avec qui elle est allée marcher, ils ont sauvé un chaton. Tu sais, c'est comme plein de beauté qui émanent de ça. Puis c'est un geste que j'aurais jamais pensé faire. J'aurais jamais pensé arriver à cet état. De juste dire publiquement, là, comme, hey, je cherche ça. Puis ça a tellement eu un impact fort sur moi qu'on va faire la même chose. Fait que le prochain geste concret qui nous attend, c'est que là, on a réalisé que dans notre réseau, on a des jeunes familles, puis des jeunes autour de nous, mais qu'on a envie de passer du temps aussi avec des personnes plus âgées. Qu'on réalise à quel point tellement de gens se sentent isolés, justement. Puis, que je suis nerveuse à dire. J'allais sûrement faire une annonce. Par le bouche à oreille, je trouve pas, mais j'allais faire une annonce pour dire, parce que nos soirées sont difficiles, c'est ça. Quand on commence à s'améliorer pour certaines sphères de vie, mais nos soirées, on se trouve encore seuls quand même. Fait que là, on se dit, mais on aurait juste envie de la petite vie avec d'autres amis, dont des personnes âgées. Fait que je vais écrire une annonce pour dire ça. On est une jeune famille, tu sais, de se présenter là, carrément. Tu dis avec un jeune enfant, si vous êtes une personne âgée encore active à la retraite. Ouais, c'est ça, que vos petits-enfants, justement, sont loin, puis vous vous ennuyez, puis vous avez juste envie de connecter. Genre, on est là, tu sais. Puis, that's it. Mais là, avec le bouche à oreille, on s'est déjà fait donner un contact. Vous allez devoir nous suivre pour savoir la suite de l'histoire. Mais là, on risque de rencontrer cette personne-là ce soir. Du matchmaking. Ouais. Parce qu'il y a une danse traditionnelle au village, on va y aller, puis ça donne que cette personne-là est là. C'est excellent. Fait que, ouais. Fait que je me suis dit, bouche à oreille, j'ai contacté une des filles du centre communautaire en disant, hey, dans ton réseau, t'as-tu quelqu'un qui cherche la même chose que nous? Puis ça a donné que la veille, elle avait eu cette discussion-là avec une dame. Puis c'est ça. Fait que je l'ai appelé hier, puis on s'est rendu compte qu'on allait les deux en même place ce soir, fait qu'on va jaser. Fait que ça fait partie des choses quand on dit qu'on partage des trucs en temps réel. Là c'est temps réel. Très temps réel en ce moment. Plus réel que ça, c'est comme on met une caméra en live, puis on stream. Là, ouais. À venir. Fait que la suite de l'histoire plus tard. Donc, ça fait un petit bout. Je pense qu'on a tout couvert. Oui. Ben, on vous invite, en fait, à, si c'est un sujet qui vous intéresse, à aller écouter le 2e épisode de la série avec Elisabeth Dufresne, qui est notre voisine, puis qui a aussi un podcast qui s'appelle Les Émergents. Et c'est grâce à elle qu'on est à Waterville en partie. C'est grâce à elle qu'on est ici. Donc, si toute l'histoire vous intéresse, c'est là que ça se passe. Puis l'épisode 3, avec David Sanson, est déjà prêt au moment où vous les écoutez. Fait que déjà un petit trio
pour commencer. Qui était une discussion en anglais avec David Ah oui, Sanson. c'est vrai. Parce qu'il est anglophone, mais c'est lui justement qui a écrit le livre qu'on parlait tantôt, Troubled Future. Super intéressant. Donc, si vous êtes à l'aise en anglais, ben, on vous invite aussi à aller écouter cet épisode-là de notre série sur la vie. Ouais. Puis, on disait, mais qu'on soit filthy rich, on va comme faire des traductions de tout ce qu'on produit. Du voice-over. Comment tu dis en français? Je sais même pas. Mais quelqu'un qui va parler en français par-dessus la vidéo. Comme les émissions cheap de série B, là, comme à la télé. Là. Ouais, c'est ça, exactement. À suivre. Fait que si vous êtes un voice-over actor puis que vous avez envie de doubler en français nos épisodes, contactez-nous. On va lancer l'appel. Merci d'avoir été avec nous pour l'épisode de cette semaine et merci à tous les membres du Clan Vivace qui nous permettent de continuer à créer du contenu et à le partager gratuitement via le podcast, via notre infolette. Et si c'est le genre de discussion que t'aimes, tu vas aimer ce qui se passe dans le Clan Vivace. Chaque mois, on présente un thème puis on en discute en gang, en direct. Et les membres du clan ont accès aux enregistrements. Tout tourne autour de comment se créer un mode de vie plus sain, riche en mouvement, pour vivre longtemps en bonne santé. Et on sait que c'est pas facile de ramener des pratiques ancestrales ou des mouvements naturels dans le contexte actuel. Plusieurs personnes nous disaient qu'ils se sentaient comme des moutons noirs ou des extraterrestres. Fait qu'on s'est dit, on va créer un espace privé en dehors des médias sociaux conventionnels pour parler de tout ça et s'entraider les uns les autres, chacun dans notre petit coin de pays, à recréer notre petit clan puis le mode de vie qui est aligné avec nos valeurs. Si ça t'intéresse, visite le vivace.maison/joindre le clan. Tout est là. Et si tu es actif sur Instagram, Vince est toujours présent. Tu peux même prendre ton cell en ce moment même, aller lui écrire un message en privé, un message à Vivace. Fais juste écrire clan puis il va t'envoyer directement les informations dans ta boîte. À bientôt!